le jour où tu t'es inscrit au Reboot Camp, j'ai vu ton nom de famille apparaître et je me suis dit, putain, je connais ce nom de famille. Et en fait, il se trouve que je connaissais ton cousin parce qu'on a grandi dans la même région en Suisse, toi et moi. Alors non, moi j'ai grandi vers Fribourg, ensuite Genève, mais j'ai emménagé quand je devais avoir, je pense, 11 ans, dans la région de Terre Sainte, dans le village de Mille, plus précisément. Et il se trouve que toute ta famille, du côté de ton père, Exactement. comme tu m'as dit, habite à Mille. Et donc je connaissais ton cousin, donc voilà, on se connaît, vous êtes les deux très bonnes vibes. On voulait faire une dédicace à Jérémy, donc grosse dédicace à Jérémy. Je l'avais dit aussi, vous ressemblez beaucoup, les deux, mêmes yeux, même consistance de cheveux. C'est genre la couleur aussi, mais tu sais, le côté un peu cheveux pas lisse et pas frisé non plus. Enfin bref. Gaëtan, je te laisse te présenter. Et peut-être avant que tu te présentes, je peux dire rapidement les thématiques qu'on va aborder. Bien sûr. Thématique du coup, grandir dans une famille monoparentale. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience, de ce que ça a entraîné comme questionnement chez toi. Parce que, alors, je vais faire le lien avec le groupe 4. Donc, rapidement, les thématiques. Famille monoparentale, rapport à la facilité et sortie de zone de confort, plus rapport à l'argent, concilier ses ambitions avec ses actions. Je pense que dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais. Alors, pour commencer à parler du sujet des familles monoparentales, j'aimerais peut-être dire que la première fois que toi et moi, on a pu échanger, c'était lors de mon intervention dans le groupe 4 de l'édition 2024 du coup du Reboot Camp, parce que j'avais reçu un message de la part d'un membre qui s'appelait Ruben, qui m'a dit « Ouais, Elio, j'ai eu 2-3 petites embrouilles avec mon groupe. » En gros, ce qui s'était passé, c'est que Ruben, il avait un peu de la peine à faire ses habitudes, ses routines du matin et du soir. Vous étiez tous très bienveillants avec lui. Vous lui disiez, bah écoute, tu pourrais essayer de mettre un post-it, tu vois, le matin devant ton lit pour te rappeler de faire ton lit, comme ça t'évites de nous rajouter des pompes. Et il avait vraiment de la peine en fait à se mettre un petit pied au cul. Et à un moment donné, pour ne pas vous décevoir et vous rajouter des pompes le dimanche, il a décidé de mentir sur son tracker. Donc il a coché des habitudes qu'il n'avait pas faites. Il s'est fait cramer parce qu'en fait, il a coché en avance des habitudes, genre une routine du soir avant que le soir ça soit arrivé ou un truc dans le genre. Et donc ça a entraîné une discussion dans le groupe. À un moment donné, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il en est venu à m'écrire un message et me dire, écoutez, je me suis un peu embrouillé avec les mecs de mon groupe. Ce serait cool que tu puisses venir. Et donc je suis venu pendant votre purgatoire. Je crois que c'était semaine 3, sauf erreur. Oui. Et j'arrive dans le purgatoire et c'était ça l'événement assez fou, c'est qu'on commence à parler de Ruben, donc chacun exprime, c'était une discussion qui était géniale en fait, grosse bienveillance de la part de tout le monde, j'ai trouvé ça trop cool, mais il manquait Robin, qui était un des membres de ton groupe, vous étiez tous des Suisses, vous étiez déjà rencontrés, et au moment où Robin rejoint l'appel, bah, vu que Ruben s'était un peu embrouillé aussi avec Robin sur le groupe en mode voilà. Enfin, Robin avait tenu des propos assez durs à l'encontre de Ruben en mode ben voilà, faut que tu te bouges, mec. Et ben quand Robin arrive dans l'appel, il était un petit peu en retard, il nous avait dit qu'il avait eu un imprévu. Ben on sent que Robin, il est un peu différent. Genre il est dans un état un peu second. Et en fait, Robin, il était hyper bourré. Et il était très choqué parce qu'en fait, il avait rencontré la même journée son ancien maître de stage qui n'était pas au courant que sa mère était décédée, la mère de Robin. Récemment. Et donc, il a été boire un coup du coup avec le maître de stage. Le maître de stage s'était effondré. Robin, ça l'avait replongé dans le souvenir du décès de sa mère qui était du coup récent. Et donc, on avait parlé de tout ça. Et au cours de cette discussion qu'on avait eue tous ensemble, une discussion extrêmement intense, eh ben, j'avais appris que Robin n'était pas le seul à avoir des parents qui étaient décédés. Il y avait également Ruben. Donc, Ruben, lui, il avait grandi sans son père aussi. Et toi, du coup, qui a grandi également sans papa. Donc, je pose le contexte pour qu'on puisse commencer par parler de ça, ou peut-être tu veux te présenter, faire des dédicaces, et puis on se lance dans ce magnifique podcast. On est à Barcelone et tu pars dans 2 jours, c'est ça ? Je pars dans 2 jours, exactement. Donc on a 2 jours pour parler. Vas-y, c'est parti. Donc déjà, merci énormément de m'accueillir. Plaisir. Honneur d'être là, vraiment. Et du coup, je m'appelle Gaëtan Leng, représente la famille Leng. Big up à toi, Jérémy. Et effectivement, on a du coup ce lien où tu étais ami avec mon cousin à l'époque, parce que je viens d'un village dans lequel tu habitais. Donc c'est comme ça aussi que on avait un premier lien intrinsèque qui était assez marrant. Donc, comme tu dis, il y a eu cet événement du groupe 4 qui était hyper fort, qui était très beau. J'ai beaucoup aimé ce moment. Je crois qu'on voit en plus dans la vidéo de l'after movie qu'il y a plein de moments, malgré que c'est un événement où on parle de sujets deep et tristes, on me voit beaucoup sourire dans la vidéo. Je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai. Parce que ça me faisait tellement plaisir de voir Robin et même l'ensemble du groupe se lâcher et être dans une authenticité deep.
Et oser la vulnérabilité comme ça, je trouvais ça magnifique. Ça fait du bien. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer aussi. Bref. Moi, c'est ce que j'ai trouvé magnifique aussi. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ce passage-là se trouve dans l'after movie du Reboot Camp 2024 sur ma chaîne YouTube principale. Donc, je vous encourage vivement à aller le voir. J'ai dû couper énormément de choses parce que pour que ce soit un minimum digeste. Mais c'était effectivement une discussion qui était très authentique, très profonde, très réelle. Et moi, je comprends, je trouvais ça beau. Mais en même temps, c'était très triste de voir comment il parlait de ces choses-là. Parce qu'il a dit des choses... Enfin, il y a des choses que j'ai dû couper, tu vois, au montage. Parce que, aussi, je me sentais... Déjà que je trouvais ça très fort qu'il souhaite partager ce moment sur Internet. Mais je voulais pas en faire trop non plus. Donc, j'ai dû couper quand même pas mal de trucs. J'ai coupé le moment où il disait que le Reboot Camp, ça va changer sa vie, et ainsi de suite, pour pas que ça fasse en mode... Tu sais, parce que... promo de fou. Ouais, grave, ouais, je dis, ça va trop mal passer et tout si je le laisse dire ça. Mais bref, très bon moment, effectivement. Donc, comme tu disais, moi aussi, j'ai grandi sans père. Du coup, je fais l'autopromo maintenant. Désolé. C'est pas grave. Comment concilier l'autopromo avec le décès d'un parent? Bref, vas-y, je te laisse avancer, mec. Donc, comme tu disais, j'ai aussi grandi sans père. Le mien est décédé quand j'avais 5 mois. Ce qui est très jeune. Et du coup, toute ma vie, en plus de ça, non seulement j'ai grandi sans père, mais j'ai grandi dans une famille entourée de femmes. C'est-à-dire que, avant même que je naisse, donc déjà de 1, j'ai une grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, et j'ai pas de frère. Avant même que je naisse, on avait une nounou dans la famille, qui s'appelle Ruby. Big up à Ruby. Et donc moi, j'étais dans le ventre de ma mère au moment où elle arrivait dans la famille. Et quand je suis né, elle était déjà là. Et du coup, 5 mois après que je sois né, mon père est décédé. Et je me suis retrouvé avec ma maman biologique, ma nounou qui est devenue ma maman adoptive parce qu'elle a fini par habiter avec nous et du coup s'occuper de nous la journée quand ma mère était au travail. Mais c'était pas vraiment maman adoptive. Enfin, ta mère, elle s'est pas en couple avec la nounou, juste que... Non. Mais maman adoptive dans le sens où elle a joué ce rôle de maman aussi. Ok. Elle m'a apporté énormément d'énergie maternelle quand j'étais petit. Ok. Et surtout, la période où ma mère était dévastée par le décès de mon père, je suppose que Ruby a pris le relais sur certains aspects. Ok. Et ensuite, quand elle a dû retourner travailler, ma mère, là, Ruby était présente pour nous. En plus de ça, à mes 4 ans et demi, on a dû déménager du village ami pour aller à Genève pour des raisons financières dues au fait que mon père était plus là. On pouvait plus payer la maison où on habitait. Et il se trouve que ma famille maternelle, qui est à Genève, il y a aussi que des femmes. J'ai 3 cousines, 2 tantes. Une des 2 tantes, elle est divorcée. Et l'autre tante, son mari... j'étais un peu proche de lui, mais comme il est très malade depuis des années, on l'a très peu vu. Et même ma mamie était présente, mais mon papy, on le voyait quasiment jamais. Donc j'étais vraiment entouré que de femmes. Même mon chat, c'était une femelle, pour te dire. Vrai. Quelle chance. Et non, c'est la famille. Et bref, mais si, en fait, si, parce que l'énergie féminine est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'avais beaucoup d'hommes et de garçons dans la famille côté paternel, mais du coup, elle était dans le canton de Vaud, amie. Donc j'étais moins en contact avec eux. Donc, j'ai évolué dans la vie depuis très jeune sans figure paternelle vraiment présente. Comme on en discutait avant, ma mère a un peu pris le relais parce qu'elle a des traits de caractère très masculins. C'est une entrepreneuse. Elle a plein de projets. Même avant qu'elle soit entrepreneuse, niveau carrière, elle a une grande carrière dans la RTS, la radio-télévision suisse. Elle est plutôt dans la tech en plus. Elle est beaucoup dans la tech. La maman, elle est dans les cryptos. Avant ça, elle était à fond sur Internet, l'informatique. Elle a plein de projets autour de ça. Donc c'est très des thématiques masculines. Et puis même dans son caractère, elle est très tournée solution plutôt que accueil émotionnel. Plein de petits trucs comme ça. Ok. Donc en soi, elle a pris le rôle aussi du père, en plus de la mère. Donc j'ai quand même eu, malgré que j'avais plus de père, j'ai quand même eu certains traits de caractère qu'on désignerait paternels de ma mère. Ouais. Moi, c'est nécessaire en fait, parce que si tu grandis dans une maison, dans un environnement où t'as que de l'énergie féminine de la part de, par exemple, de ta mère, de ton père ou de tes 2 parents, t'as pas ce truc qui... Enfin, t'as que cet amour inconditionnel, mais t'as pas ce truc qui vient essayer de te pousser pour te dire, essaye de faire un peu mieux, quoi. Ouais. La manière dont elle m'a apporté ça a pas été en me poussant vraiment, mais ça a été en me disant à répétition, Gaëtan,
t'as la tête sur les épaules. Gaëtan, t'es intelligent. T'as beaucoup de volonté. Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Et je sais même pas si c'est vrai, mais elle me l'a tellement répété depuis que je suis tout petit que quand je me retrouve dans des situations où je suis plus comme ça, il y a un bout de moi qui se réveille et qui se dit t'as la tête sur les épaules, mec. T'as beaucoup de volonté, mec. Et du coup, je reprends le contrôle de ma vie et après avoir dérivé, il y a un truc qui revient qui fait on t'a pas élevé comme ça, mec. Ouais. Sans faire directement le lien avec comment on m'a élevé, mais c'est après coup que je me suis rendu compte que ça vient sûrement de là. Ah, ça a tellement d'impact, hein, le discours fou. des parents sur les enfants. Moi, ça a été la même chose avec les langues étrangères. Mes parents, depuis que je suis petit, ils me disent ouais, t'es doué avec les langues étrangères. Donc un peu sans m'en rendre compte, à chaque fois qu'on pouvait apprendre une nouvelle langue, genre il y avait l'option italien au collège, boum, je pars sur italien. Si l'été fallait choisir de faire un truc, tu vois, mes parents ils m'envoyaient en Allemagne pour apprendre l'allemand pendant l'été. Je parlais espagnol avec mon père, l'anglais aussi, très rapidement j'ai commencé à mater, pas très rapidement en vrai, c'est pas vrai, mais tu vois, plus facilement, plus naturellement j'allais vers les langues. Pareil pour le russe, parce que on m'avait répété que j'étais bon avec les langues, alors qu'en vrai j'en sais rien du tout. Mais plus on te répète un truc, plus au final t'as tendance à partir dans cette direction, quoi. Ouais, ça a un vrai impact. Et donc ça c'était à tes 4 ans. Tu m'as dit mes 4 ans, je déménage à Genève. Ok. Ensuite, on a encore fait d'autres déménagements, mais en restant à Genève. Et ensuite, j'ai évolué dans la vie. Je me suis retrouvé au collège, ce qui est équivalent du lycée en France. Ok. Et à mes 17 ans, je me suis retrouvé dans une période de ma vie où le futur qui m'attendait ne m'attirait pas du tout. Finir le collège, aller à l'université, me trouver un métier et faire ce métier tous les jours de ma vie, ça m'intéressait pas. J'ai jamais été inspiré par ceux qui font un métier classique. Ceux qui m'ont toujours inspiré, c'est ceux qui ont une vie hors du commun. Pourquoi ? Parce que je pense que intrinsèquement, j'ai toujours été fan de l'existence humaine et des différentes manières de expérimenter ce que c'est la vie humaine. Et quand je rencontre une nouvelle personne qui vit une vie particulière, j'ai toujours une partie de moi qui me projette et qui m'imagine vivre cette vie. Et je me dis, waouh! Et j'essaie de voir quels aspects de sa vie m'intéressent. Et ça a jamais été le cas pour quelqu'un qui vit une vie, entre guillemets, classique. Un fonctionnaire, par exemple, ne m'a jamais intéressé. Comme beaucoup de gens, mais encore plus fort que mon entourage, je crois. J'ai une question un peu introspective, du coup. Mais je te connais et je sais que t'as pas du tout de mal avec l'introspection. Et on va comprendre aussi un peu plus tard pourquoi. Mais est-ce que tu penses pas que c'est, de façon générale, peut-être un peu plus agréable / facile de se projeter aujourd'hui dans la vie de quelqu'un et te dire ouais, cette vie elle est stylée, le lendemain de se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre et de dire ah bah oui, cette vie aussi elle est stylée, et au final de choisir quelque part, c'est renoncer à tout le reste. Mais parfois du coup ça peut être très difficile quand on est comme ça de choisir quelque chose, parce qu'au final, quelle que soit la carrière que tu vas choisir, même si c'est de l'entrepreneuriat, tu vas devoir faire un seul truc. Parce que tu peux pas faire 1 milliard de trucs. T'es obligé quelque part de te spécialiser dans quelque chose. Et le côté avoir envie de vivre une aventure, il est important. Parce que certaines personnes ont plus ce besoin que d'autres. T'as des gens, ça leur va très bien, tu vois, de rester vraiment dans une boîte. Et t'en as d'autres qui ont peut-être un côté un peu plus rêveur, plus créatif, qui aiment plus explorer des nouvelles choses, qui sont plus à l'aise dans le chaos, peut-être. Pour qui c'est assez difficile de se dire ok, maintenant je vais faire ce truc et je vais me mettre à fond dedans. C'est carrément mon cas. Ok. C'est carrément mon cas, et t'as mis le doigt sur un truc très intéressant qui est une thématique aussi compliquée pour moi de résoudre, c'est le sacrifice. Faire un choix, c'est sacrifier les autres possibilités. Ouais. Ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi, surtout dès qu'il s'agit d'un choix qui m'engage sur du temps. Faire un choix d'études, compliqué. Parce que c'est-à-dire que je supprime toutes les autres possibilités, en tout cas dans la période où je fais celle que j'ai choisie. Ouais. Et surtout qu'à 17 ans, t'as aucune putain d'idée de ce que tu veux faire. Hein. En plus. Et t'as l'impression, ouais, vas-y, je choisis ça. Enfin, surtout moi, je me souviens, j'avais la même sensation. Pas vraiment au collège, je l'ai eu plus tard au gymnase. Ah, mais c'est le collège, c'est la même chose. Collège Genève, gymnase Canton de Vaud. Du coup, même période. Sauf que moi, j'avais pas 17 ans quand j'étais au gymnase, parce que en vrai, si, j'avais 17 ans, je suis même arrivé à 15 ans, sauf erreur. Donc oui, en fait, exactement la même période que toi. Sauf que moi, je me disais, si je choisis un truc, genre je choisis que je veux faire médecine, par exemple, après le collège, donc après le lycée pour les Français, à la fac,
Ça veut dire que je vais devoir finir ma vie en tant que médecin. Mais j'ai aucune idée de si vraiment je veux finir ma vie en tant que médecin. Et donc, pareil, moi, j'arrivais pas à me projeter. Et je m'échappais plus à travers le jeu vidéo. Et j'avais une copine aussi à l'époque sur la fin de mon lycée. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé le lycée, j'ai passé 2 années à rien faire du tout et à commencer des facs un peu dans tous les sens parce que j'arrivais pas à me projeter. J'arrivais pas à avoir un plan clair de vie. Bah, c'est un peu mon cas aussi. C'est-à-dire que à mes 17 ans, du coup, j'ai décidé de quitter le collège. Parce que c'était une période où je voyais bien que ce qui m'attendait me donnait pas envie. Et que je savais depuis longtemps que je voulais faire mes propres projets. J'ai toujours aimé entreprendre, mais j'ai rarement osé entreprendre. Mais j'ai toujours aimé. Je me suis toujours vu comme un mec qui va créer des projets. Donc, t'as pas vraiment aimé entreprendre? T'as plus aimé l'idée de toi qui entreprenais? Non, si, j'ai aimé entreprendre. Typiquement, Ok. à l'école, quand on avait des travails en groupe à faire, si le travail m'importait peu, je m'en foutais, je laissais le lead à quelqu'un. Ok. Dès que c'était un truc qui m'intéressait, je voulais prendre les rênes. Je veux que ça soit comme ça. Autre exemple très, très stupide, mais qui pour moi fait du sens. Quand on joue à un jeu avec des amis et qu'il faut expliquer les règles à quelqu'un, expliquer les règles, c'est un truc, j'ai toujours été bon. Et j'ai de la facilité à comprendre où c'est que la personne ne comprend pas et trouver la bonne formulation. J'ai toujours été bon pour expliquer. Donc quand je vois quelqu'un qui essaye d'expliquer les règles d'un jeu et que la personne comprend pas et que je sais comment le faire mieux, Ouais. je suis là, je veux le faire. Ouais, Genre, ok. attends, je vais Ok. expliquer. Autre exemple, quand j'étais petit, très très petit, je recevais de l'argent de poche de ma mère, je recevais genre 10 centimes toutes les semaines. Ok. Et chaque année, ça augmentait à 20 centimes, etc. Ouais. J'étais à l'école primaire à cet âge-là, je devais avoir mais genre 6 ans, et je trouvais que l'école, elle était nulle. Et déjà à cet âge-là, ou peut-être j'avais 8 ans, je sais plus, mais déjà à cet âge-là, je me disais, on pourrait faire ça mieux, et ça mieux, et ça mieux. Et comme c'est un thème qui m'importe, j'ai commencé à économiser cet argent, mes quelques centimes, pour racheter mon école et la refaire en mieux. C'est vrai. C'est un truc de fou. Trop stylé. Et Ouais, putain, la donc en vision. soi, oui, j'ai toujours eu cette mentale de vouloir entreprendre, seulement quand ça m'importe. D'accord. Sauf Ok, que ok. dans ma vie, il y a eu peu d'expériences jusqu'à mes 17 ans où ça m'importait vraiment. Un autre exemple que j'ai réalisé récemment, on avait des tournois de handball scolaire à l'école. Moi, je faisais du handball à côté des cours. Ouais. Et on était bon. Et j'étais assez bon. Et du coup, là, je me retrouvais avec ma classe qui faisait pas de handball. Ouais. Et on s'est retrouvé à faire le tournoi scolaire. Et j'ai pris les rênes de la classe entière parce que c'était un truc dans lequel je me sentais capable et que je voyais forcer de constater que j'étais la bonne personne pour prendre les rênes. Donc j'ai endossé la responsabilité de capitaine et on a gagné le tournoi cantonal de Genève. Et c'est un des moments de mon enfance où j'ai le souvenir où je suis le plus fier de moi. Wow. Ça a été en prenant les rênes de ça. C'est juste un tournoi interscolaire handball. C'est grand. Mais Mec, j'imagine même pas à cet âge-là c'était un comment truc ça de doit fou. être. Ouais, C'était bien un sûr. truc de fou. Et bref. Et j'étais hyper fier d'avoir. Je sais que intrinsèquement j'adore faire ça. Mais j'ai pas eu énormément de scénarios où je l'ai fait. Ça, mec, c'est un truc. Tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment eu de la chance, énormément de chance dans ma vie, d'avoir des choses qui me passionnaient et à un moment donné, avoir l'opportunité de transformer cette passion en métier. Parce que, tu vois, moi, je joue aux jeux vidéo, pareil, passion jeux vidéo. Et je commence à faire des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo en 2011. Je sais même pas qu'on peut gagner de l'argent avec. Et petit à petit, ben, un jour, contact avec un sponsor et boum, je commence à être payé avec les vues YouTube à l'époque. Et ça, en vrai, j'ai aucun mérite pour ça. Et j'ai pas eu l'impression de travailler jusqu'à 450 000 abonnés. Cette chaîne, elle a grandi. J'ai arrêté ensuite le jeu vidéo, donc j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Et quand j'ai relancé une autre chaîne, de nouveau, passion pour le sport, envie de partager. Ça switch un peu sur le dev perso. Je signe 1 ou 2 contrats, boum, j'arrête les études. J'ai pas l'impression de... En fait, j'ai vraiment l'impression que des fois, tu sais, dans la vie, on a tous, certaines plus que d'autres, parce qu'il y a un élément de hasard aussi. C'est bon, c'est bon. Très important. Ça a coupé l'enregistrement juste avant, pendant qu'on parlait, c'était horrible, on a dû recommencer. Mais parfois, tu trouves un truc qui te passionne, tu trouves un truc qui te chauffe un max, et en fait, c'est les moments où il faut pas rater le coche. C'est les moments où il faut te dire, ok, je profite de cet élan, de cette idée cette impulsion, tu vois, qui me donne vraiment envie pour, boum, t'infiltrer dedans. Et je pense que t'as pas énormément de moments comme ça au cours de ta vie, et quand t'en sens un, il faut le saisir. Faut pas rajouter du temps dans l'équation à essayer de surréfléchir le truc et tout ça. Je suis énormément d'accord. Et ça m'est arrivé récemment. Et ça a été... Ouais. Avant qu'on parle de l'épisode récent, parce que moi je sais Ok, plus ou moins je là où tu vas en venir, je voulais revenir à ces 17 ans avant que tu quittes l'école. T'étais parti faire une retraite. J'ai bien envie de comprendre ce qui se passait dans ta vie personnelle, du coup, à l'école particulièrement, qui t'a
poussé à avoir envie de faire cette retraite? Pourquoi cette retraite? Qu'est-ce qui fait que, parce que pas tout le monde va faire des retraites de développement personnel à 17 ans, et ce que tu as pu apprendre au cours de cette retraite, histoire qu'on comprenne comment est-ce que tu en es venu à sortir du système scolaire? Alors, il se trouve que d'abord, ça a été ma mère qui a fait cette retraite. Elle en a fait plusieurs, il y a une suite de retraites, il y en a plusieurs, et elle en a beaucoup fait, ça faisait plusieurs années qu'elle en avait fait. Ensuite, ma grande sœur de 2 ans de plus, a également fait ses retraites. Et elles en parlaient entre elles, mais très bonne chose, elles m'ont jamais incité à les faire. Et pourquoi une très bonne chose? Parce que à cet âge-là, moi j'avais 17 ans et j'étais un ado con de type masculin qui était en mode « Et moi je suis un bonhomme, les émotions je m'en fous ». Parce que c'était des retraites, du coup, vous parliez... les émotions, c'était le sujet de la retraite? Les retraites, le thème, c'est aller faire l'introspection sur soi, aller toucher à ses émotions, sentir ses émotions, les ressentir physiquement dans le corps, pour aller accéder à des blessures, des traumas, des charges émotionnelles qui sont restées dans nos corps, dues à des événements, qui sont encore là et qui font que nos comportements sont affectés par ça. Et des fois, on se retrouve bloqué et on comprend pas pourquoi on agit comme ça. Bah, en fait, il se trouve qu'il y a des années, t'as eu tel et tel événement qui t'ont fait te sentir hyper mal par rapport à ça. Et cette charge-là, vu que l'émotion, t'as pas su la gérer sur le moment, elle est restée dans ton corps et ton corps, il enregistre tout. Et quand un scénario se représente dans ta vie, du coup, vu qu'il a enregistré que dans le passé, t'as pas été capable, t'avais pas les moyens de juste te laisser traverser par l'émotion et la laisser circuler naturellement, il va éviter de se retrouver face à un même scénario où tu revis la même chose, par tous les moyens possibles. Et en plus, le hasard de la vie est bien fait, il se trouve que, force est de constater, généralement, la manière dont la partie de nous qui va éviter de ressentir la même chose, les comportements qu'il va utiliser pour éviter une charge émotionnelle vont nous retrouver à créer nous-mêmes la même charge émotionnelle. Exemple, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal avec le rejet. J'avais hyper peur de me faire rejeter dans un groupe. Peut-être lié au fait que j'ai grandi sans père et que j'avais besoin de faire partie d'un groupe pour la sécurité. Quand un scénario se présentait et qu'il y avait un risque de me faire rejeter, ma réaction pour éviter de me faire rejeter, c'était de me rejeter tout seul et de partir. Pour éviter d'être confronté à l'action d'un groupe me rejette directement, je partais tout seul avant que ça arrive. Mais du coup, je me rejetais tout seul. Et plein de scénarios comme ça qui se répètent. Mais c'est un thème, moi, qui me passionne énormément. Donc, ces retraites-là parlent de ces sujets-là. Et qu'est-ce que ça a été le catalyseur qui t'a fait te dire, bah, vas-y, ma mère et ma sœur ont fait ces retraites. Moi, ça m'intéresse pas parce que je suis un mec et parler des émotions, des enfants intérieurs, tout ça, bah les couilles. C'est gay, ouais, exact. Je suis pas dep. Donc, à partir de quel moment tu te dis, bon, bah, go, je pars en retraite? En fait, par la retraite. C'était une période à ces 17 ans où ah oui, tu pouvais pas te projeter. Je pouvais pas me projeter. Ouais. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. J'ai toujours vu assez clairement les jeux sociaux. J'ai toujours lu à travers les humains assez bien ce qu'ils ressentent, la différence entre les masques et ce qu'ils ressentent vraiment. J'ai souvent perçu ça de manière naturelle et je voyais qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et je me suis retrouvé à être au collège dans un environnement qui manquait de plein de trucs, plein de qualités. Et vu que ça me plaisait pas et que je savais pas faire le process de aller sentir qu'est-ce qui me plaît pas et mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que je suis pas heureux, et ben juste j'étais en train de m'éteindre petit à petit et je commençais à perdre mon énergie. C'est la même période où j'ai commencé à fumer de la weed. T'avais des potes? J'avais des potes. Fumeurs de weed et non fumeurs de weed ou tous tes potes? J'avais un meilleur pote au collège avec qui on était hyper proches et j'avais un groupe de potes avec qui c'était la déconne. On fumait de la beuh ensemble, on faisait des trucs un peu interdits. C'était un peu avec ton cousin? Pas à cet âge-là. Après oui. Non. Après oui, mais pas à cet âge-là. Moi, je fumais avec ton cousin. Bah, je sais. Ton cousin faisait partie de mon groupe de potes fumeurs de weed avec qui j'ai commencé à fumer de la weed et avec qui j'ai fumé pendant, je pense, 2 ans jusqu'à ce que je touche le fond et que je décide d'arrêter. Voilà. Bah, je me rappelle d'une fois où j'étais hyper fier de de lui raconter, j'avais 16 ans. J'étais hyper fier de lui raconter que j'avais fumé pour la première fois sur un bang. Je trouvais ça trop stylé. Ouais. Et il m'a regardé avec des grands yeux en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas une fierté, gros, t'as 16 ans. Et ça a été un des premiers chocs que je me suis fait je suis en train de faire un truc
que je trouve stylé, alors qu'en fait, c'est pas stylé. Ouais. Oh, on a tous des moments comme ça quand on grandit, parce qu'on essaye, on se cherche un petit peu, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va nous rendre stylé. Et c'est ça aussi ce dont tu parles quand tu dis, tu vois les masques des adolescents, ils essayent tous de se chercher un petit peu et de se comporter d'une certaine manière, d'observer les réactions des autres. Et si les autres réagissent pas, eh ben, ils vont faire, ah ben non, en fait, c'est pas comme ça que je pensais pas vraiment ça, et ainsi de suite. Et vraiment, je trouve aussi ça assez malaisant. Moi, au contraire, je trouvais ça tellement malaisant que, en vrai, tu me dis, t'avais un pote au collège. Moi, au collège, j'avais genre un groupe de 2-3 potes. Au collège, du coup, lycée, donc juste avant la fac. Là, j'avais recommencé à me faire... Moi, en vrai, j'ai toujours eu des potes. Avant le collège, donc jusqu'à 14 ans, pour parler d'âge, jusqu'à 14 ans, j'avais des potes, mais j'avais pas une très bonne place, si tu veux, au sein du groupe, et je remarquais ces jeux, déjà, ça me dérangeait un petit peu. Et ensuite, quand je suis arrivé au collège, donc après 14 ans, je me suis fait, du coup, une nouvelle classe, nouveau groupe de potes. Et pendant la première année, parce que j'étais toujours le plus jeune, j'avais un groupe de 2-3 potes. Et c'était vraiment les mecs pas stylés, en fait, de la classe, tu vois. Vraiment, c'était les mecs éclatés au sol, tu vois, genre, un peu, tous un peu des... Évidemment, c'est des spectres, tu vois, mais tous un peu des troubles de la personnalité. C'est vraiment comment ça s'appelle le truc, Big Bang Theory, tu vois. Oui. Genre les mecs un peu autistes et tout, c'était mes potes. Et des fois, tu sais, je leur parlais et je voyais leur réaction, ou alors ils réagissaient pas, tu vois. Genre, je me souviens que des fois, il s'était passé des trucs, genre, tu sais, on avait ces journaux gratuits, les 20 minutes. Oui. Tu sais, des fois, il y avait des fois des 20 minutes dans le train, où il y en a qui les ramenaient au gymnase, enfin, du coup, au collège. Et du coup, je prenais ça, il y avait un article, il s'était passé un truc de fou. Et je regardais ça, je disais, putain, les gars, vous en pensez quoi de ça et tout? Et puis, en fait, les gars, ils s'en foutaient, ils étaient hyper passifs. Bref, j'avais un peu des potes par défaut. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, très vite, moi, j'ai eu que des potes fumeurs de weed. Quand j'ai commencé ensuite à fumer de la weed, c'était plus ou moins à cette même période, j'ai switché sur full fumeur de weed, en fait. Mais intéressant. Mais c'est exactement la même chose pour moi. Je me suis retrouvé, quand j'étais très jeune à l'école, j'avais à tout prix envie de faire partie du groupe des mecs stylés. Et je galérais. Et dû au fait que j'avais énormément envie de faire partie de ce groupe, eux, ils avaient pas envie de m'inclure parce que c'est chiant, un mec qui est là, je peux savoir de quoi vous parlez, tu sais, j'avais plein de comportements chiants parce que j'avais trop besoin de faire partie du groupe. Du coup, ils faisaient que de me rejeter. Ouais, insupportable. Moi, je fais le gars en mode, c'était mes potes qui étaient chelous, mais j'étais tout aussi chelou qu'eux, c'est pour ça que j'étais avec eux, tu vois. Je pense que... il se trouve mais c'est ça, il se trouve que au bout d'un moment, j'étais en mode, mais nique sa mère, en fait, j'ai la flemme de continuer à me forcer de traîner avec eux, c'est trop désagréable. Et je me suis retourné vers les mecs les moins populaires. Mais on s'amusait de fou ensemble. Ouais. Et on se prenait plus la tête sur ça. Il y avait quand même toujours les mêmes schémas, mais d'une autre manière. Il n'y avait pas de meufs. Il n'y avait pas de meufs. Bah oui, forcément. C'est ça. On était terrifiés par les meufs. En fait, la zone où il y a tous les masques et où il y a tous ces jeux de pouvoir, c'est la zone où il y a les meufs. Bah oui. Si t'es dans un groupe de mecs sans meufs, et c'est pour ça que les fumeurs de weed, ils sont chill, c'est parce que généralement, t'as pas de meufs dans le groupe. Et vu qu'il y a pas de meufs dans le groupe, bah quand les mecs, on n'a pas de meufs autour de nous, bah on est très sympas les uns entre les autres. Ce qui nous pousse à la compétition, c'est les femmes, encore une fois. Bah bien sûr, mec. J'avais pas mis le doigt sur ça par rapport au groupe. Bah c'est pour ça que, tu vois, quand t'es jeune, quand t'es très petit, et qu'il n'y a pas encore cet intérêt pour les filles, bah avec les garçons, vous vous en battez les couilles, vous jouez au foot et tout le monde s'entend bien, tu vois. Ouais. C'est seulement quand la puberté arrive qu'il y en a qui commencent à avoir envie de niquer des meufs, bah qui vont te rabaisser pour paraître plus stylé que toi aux yeux des meufs. Et c'est de là que tout vient. Et du coup, avec tous ces schémas sociaux, etc., fondamentalement, il y a un truc qui me fatigue là-dedans. Et au bout d'un moment, je me vois m'éteindre. Et c'est la période où je fumais de la beuh. Ça a été une période où ça me plaisait pas et je voyais que je pouvais pas changer l'école, je pouvais pas changer les gens. Donc je m'éteignais juste par... J'étais en mode économie d'énergie, en gros. Mais du coup, tout perdait du sens. J'avais la même vie que des mois avant, mais c'était devenu gris sans substance. Je jouais aux mêmes jeux vidéo avec les mêmes potes où à l'avant on s'amusait de fou, mais là je finissais une partie, j'étais là, bah il y a rien qui a changé. Et je pense que c'est aussi la période où j'ai commencé à penser au futur. Et commencé à être confronté à l'idée de, bah là je suis au collège en 2e année, ma vie, elle est en train de prendre une direction. C'est le moment où je dois faire des choix. Et ça me plaît pas, ce qui m'attend. Ouais. Et j'ai commencé à réaliser, waouh, ce que je fais maintenant a un impact sur après. Et je pense que c'est aussi pour ça que les activités comme jouer à des jeux vidéo m'intéressaient peut-être aussi un peu moins. C'est qu'il y avait un truc de, mais en fait, je suis en train de je suis pas en train de résoudre le problème fondamental. Ouais, tu te distrais. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, j'avais accumulé une sorte de tristesse de fond à force de me voir m'éteindre et devenir passif et passer à côté de ma vie, etc. Et il y a eu un événement où j'étais chez moi à table avec ma mère et ma sœur et on mangeait. Et je sais plus la discussion, mais il y a eu un moment où j'ai craqué et je me suis effondré en larmes. T'es devenu gay.
T'as dit, je vais partir en retraite. C'est bon, il y a coming out. Ça a été une des premières fois dans mon adolescence où j'ai osé me montrer hyper vulnérable devant ma mère et ma sœur. Parce que j'avais plus la force de faire semblant. Ouais. J'étais arrivé au bout de mes limites. Et comme elles, je les avais entendues parler de cette fameuse retraite, et qu'en plus, elles m'avaient jamais incité, parce que sinon, ça m'aurait fait encore plus l'effet je veux partir. Je les avais entendues parler de cette fameuse retraite. J'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux la faire ? Peut-être ça va m'aider. Genre, force est de constater qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Mm-hmm. C'est la seule option qui me vient en tête. Go tenter. Elle me dit OK. Je la fais. Je pars une semaine, un peu moins d'une semaine. Et là, je me prends une claque. Je me retrouve dans un groupe d'une 30aine de personnes, un peu moins, de que des personnes qui sont arrivées à un stade de leur vie où ils ont besoin de se retrouver et de se reconnecter avec eux. Et il y avait une telle sécurité et bienveillance dans ce groupe qu'au fil des jours, il y a une sorte de... J'ai la chair de poule qui monte. Il y a une sécurité qui s'est... Tout le monde a commencé à être hyper authentique. Et tout le monde a progressivement commencé à aller visiter des parties d'eux hyper vulnérables, fragiles, ou d'autres parties, mais des parties qu'on a du mal dans la vie de tous les jours à explorer. Et je l'ai fait également. Et je me suis reconnecté avec tellement de parties de moi que j'avais mis de côté depuis longtemps. Et j'ai eu des révélations de fou. Et je suis ressorti de là-bas en me sentant de nouveau moi, en étant de nouveau connecté au petit Gaëtan qui rêve, qui est joyeux, qui est pétillant. J'avais de nouveau cette joie pour, OK, on est en vie en fait. La vie, ça peut être cool. Les humains peuvent être gentils. Ça a été une grande révélation. Les humains peuvent être gentils, bienveillants. Et j'ai mis le doigt sur à la fin du stage de la retraite, j'ai mis le doigt sur 3 qualités humaines qui étaient hyper importantes pour moi, en tout cas à cette période, et que j'avais besoin de remettre au centre de ma vie. C'était l'authenticité, la bienveillance et la complicité. Et c'était 3 qualités qui me sont toujours à l'heure actuelle hyper chères. Et je rentre de cette retraite le dimanche, le lundi matin, épuisé à force d'avoir traversé des trucs émotionnels, une machine à laver. Ouais, tu m'étonnes. Le lundi matin, je vais pas à l'école, je dors énormément. Lundi après-midi, je vais à l'école. Et là, je me retrouve... Donc, je sors d'un environnement full amour, bienveillance, sécurité, tout le monde s'aime, les humains, c'est chouette, hyper sain. Et je me retrouve de nouveau dans cet environnement à l'école, avec tout le monde qui joue des masques. L'enfer. Personne qui est authentique. Ah, vraiment, mec. La bienveillance, nulle part. Complicité, pas beaucoup, vu qu'il n'y a pas d'authenticité, pas de sécurité, dur d'avoir de la vraie complicité. Ouais. Et je me rappelle, j'avais cours de physique l'après-midi, et j'avais mon prof que j'adorais, qui essayait de faire des blagues pour rendre le cours fun. Personne rigolait, tout le monde le jugeait. Alors qu'en plus, et moi, je trouvais pas ces blagues drôles, mais j'étais là, c'est génial. Et j'étais là. Donc, je suis à l'asile. Je suis à l'asile de fou. Ouais. Moi, j'avais ce sentiment aussi, hein, et je me souviens même que c'est assez paradoxal parce que j'avais le sentiment que ça manquait de bienveillance et d'authenticité, mais paradoxalement, je sentais au fond de moi, j'en avais pas pleinement conscience, mais on aurait pu me montrer d'autres élèves, et je savais au fond de moi que c'était des personnes qui étaient authentiques et bienveillantes. Genre, je me souviens par exemple des meufs dans ma classe où elles étaient authentiques et bienveillantes, et c'est pas un truc que je me dis maintenant après coup. Je me souviens sur le moment, si on m'avait demandé, j'aurais dit oui, mais c'est juste que sur le moment, j'étais tellement dans un brouillard et pris par, tu vois, toutes tes peurs, le masque que tu dois jouer, ainsi de suite. T'as beaucoup d'émotions quand t'es à cet âge-là, que malgré le fait que ça aurait été des personnes avec lesquelles je me serais super bien entendu, je me suis jamais approché d'elles. Et pas parce qu'elles me faisaient peur, hein, mais c'était des meufs pas stylées, entre guillemets, tu vois. Tout pareil. C'était les gens pas stylés, en fait. Tout pareil. Ouais. Et en vrai, maintenant que j'y pense, j'ai un peu chié sur mes potes pas stylés, un peu Asperger. Tu sais, ceux avec qui j'étais en première année de collège. Mais c'était des gens qui étaient bienveillants, en fait. Et c'est pour ça que j'étais avec eux. Donc ils étaient un peu pas drôles, tu vois. En fait, quoique, on se marrait un peu avec eux. En fait, je vais dire un truc, mec. C'est marrant parce que tu me fais repenser à cette période, tu vois. J'en ai jamais parlé, hein, mec, sur un podcast, mais tu me fais revisiter tout ça. Mais c'est vrai qu'ils étaient pas parfaits, au sens où, de nouveau, ils étaient peut-être pas super intéressés par certaines choses et ainsi de suite. Mais il y avait de la bienveillance. Et en vrai, il y avait une complicité. On réussissait à se marrer avec eux. Nos délires, c'était des délires à la con. J'étais pas fier de traîner avec eux parce que c'était pas des gars stylés, tu vois. C'était des mecs qui étaient pas très stylés. Mais en vrai, c'était des belles personnes. Et en fait, sans eux, j'aurais été tout seul.
parce que j'aurais pas eu envie d'aller avec les autres, tu vois. Enfin, et pas parce que j'aurais trouvé que j'étais plus stylé que les autres, mais parce que les autres, ils étaient trop durs pour moi, tu vois. C'est tout pareil. Et du coup, à cette période-là, j'avais mon meilleur pote au collège, mais lui, il était beaucoup dans cette mentale de augmenter sa valeur, et pas dans un truc d'authenticité et de bienveillance. Et j'avais mon groupe de potes avec qui je déconnais, que à la base, je pensais pas que ça allait être mes potes proches. C'était juste les potes avec qui je faisais les bêtises. Et quand je suis rentré du stage, de la retraite, et que j'ai commencé à raconter ce qui m'était arrivé, ça a pas du tout matché avec mon meilleur pote du collège, mais avec mon groupe de potes, mais ouais, je vois complètement ce que tu veux dire, mec. Pure bienveillance. Il y a eu de la complicité profonde qui s'est créée. Ouais. Et j'ai pu avoir des échanges sur des thèmes profonds, des introspections avec eux. Ouais. Et ça m'a fait énormément de bien. C'était vraiment chouette. Et c'est avec quand tu dis que l'autre essayait d'augmenter sa valeur, ton pote au collège, ouais. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il essayait d'augmenter sa valeur aux yeux des autres. Donc il essayait d'être bien perçu par les autres, donc il jouait à ce jeu-là. Énormément. Enfin, au même jeu que les autres. Énormément. Et moi-même, je suis pris par ce jeu très fort. Ouais, bien sûr. Et je pense que dans mon lien avec cet ami-là, quand je suis revenu de la retraite, il y a un truc en moi qui a changé et que ça marche. L'un des interactions qu'on avait marchait plus parce qu'après on s'est embrouillé très fort et on a arrêté d'être amis. Et je pense que avant ça, j'acceptais que lui se mette en valeur et je me laissais dans ces jeux-là parce que j'avais pas la motive. Et quand j'ai arrêté d'accepter ces jeux-là, pour me respecter, il y a un truc un peu qui a cassé. Je sais pas, je fais une supposition, bref. Tu sais que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai souvent gardé cette image des gens qui étaient pas au collège, mais juste avant, en école secondaire. Ouais. Donc nous, on appelle ça le collège dans le canton de Vaud, vous, c'est le cycle. Eh bien, j'ai gardé l'image de certaines personnes comme étant des personnes qui jouent un rôle et qui essaient de se mettre en avant, qui essaient d'être plus stylés, qui te rabaissaient et ainsi de suite. Et je les ai re-rencontrés, genre quand ils avaient 22, 25 ans plus tard. Et je réalise en fait que ils ont fait le chemin. Et maintenant qu'ils sont plus... En fait, si tu veux, souvent, tu te dis « Ah mais oui, mais ce mec, c'était le beau gosse stylé qui cassait les couilles à tout le monde, qui me rabaissait. » Et en fait, tu le rencontres quelques années plus tard et tu vois un mec super humble, vraiment, qui a mûri tout simplement parce qu'on était des enfants et on se cherchait, tu vois. Et je pense que c'est un peu nécessaire de passer par cette phase de merde parce qu'on n'est pas sociabilisé quand on est des gosses. Et vraiment, la société, pour en dire tout le mal qu'on veut, elle nous rend plus... C'est quoi le terme ? Sociaux, elle nous apprend à nous comporter de manière plus... Conscient socialement, qui tient sur le long terme avec les autres. On est de retour après une courte pause. Gaëtan, je pense que c'est peut-être mieux, comme on disait pendant la pause du coup, qu'on revienne directement sur ton retour après cette retraite, où tu réalises que cet environnement super sain dans lequel t'as baigné pendant la retraite, en fait, t'as fait prendre conscience que ces valeurs, donc bienveillance, complicité et authenticité, elles comptaient énormément pour toi et que tu les retrouvais pas du coup dans le milieu, enfin au collège. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que du coup, je fais seulement une semaine de cours après cette retraite et ensuite je me pose avec ma mère et je dis faut changer. On trouve ensemble une prof qui propose des cours de gestion de projet et de management, etc. en indépendant, qui me permettent de plus être dans le système classique, mais de quand même être en formation. Moi, à ce moment-là, je suis perdu. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Il y a tellement de choix, je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que je veux faire mes projets. Je veux avoir la liberté d'être capable de faire mes projets. Donc je me dis super, on va faire ça. Et pendant une longue période, je me suis retrouvé à avoir quelques jours de cours par la semaine, mais beaucoup de temps libre. Et là, il y a une sorte de chaos ambiant qui s'est installé où j'étais un peu livré à moi-même. Je pouvais avoir des horaires décalés, je pouvais faire ce que je voulais de mon temps, mais j'étais pas encore capable de vraiment endosser la responsabilité complète de « je suis dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose ». Et du coup, pendant plusieurs années, j'ai fait ces cours-là, ces formations, mais avec beaucoup de temps libre de côté. C'est quoi, c'est genre 2 ans de tes 17 à tes 19, ça a été 20 ans. C'est un peu flou parce qu'on a prolongé on a rajouté des modules pour rester dans le truc, pour pouvoir aussi garder les rentes d'orphelins que j'avais, qu'il fallait que je sois en études et y avoir certaines heures de cours, etc. Donc en gros, pendant, je dirais, 3 ans, j'étais dans cette école-là. Ok, les rentes d'orphelins, tu m'avais expliqué, en gros, c'est une rente que tu touches quand... C'est ça, en Suisse. Ouais. Ensuite, je recevais 960 francs suisses tous les 3 mois.
on recevait de la famille cet argent-là, dû au fait que j'avais mon père qui était décédé. Et pour ça, il fallait que je sois toujours en formation pour les garder jusqu'à mes 25 ans. Ok. Donc sinon, ça s'arrête à 18 ? Sinon, ça s'arrête à 18. Ok, exactement. d'accord. Donc, pendant une longue période, j'ai ces cours, je suis dans le chaos, et j'ai plein d'opportunités, mais je fais pas grand-chose. Je suis un peu perdu dans le chaos. Et je suis confronté au fait que je sais ce que je veux, intrinsèquement, je veux entreprendre, je veux faire des projets. Mais c'est pas un choix facile. C'est pas le choix de la facilité. C'est hyper inconfortable. C'est dur de faire ça. Et je pense qu'à cet âge-là, j'étais pas prêt à le faire encore. Ou en tout cas, je me rendais pas compte des conséquences si je le faisais pas. Je pense que c'est surtout ça. Du coup, je rentre dans une période où, dû au fait que je veux pas faire le choix qui fait vraiment du sens pour moi parce que c'est une montagne trop grande à surmonter. À savoir, te lancer dans un truc. C'est ça. Quel que soit le projet, mais un projet qui m'anime. Typiquement, un temps, je voulais créer des jeux de société pour aider les élèves à mieux apprendre. Parce que j'ai toujours été animé par ce truc de on apprend tellement mieux par les jeux. Et à l'école, c'est chiant. La manière traditionnelle d'apprendre, elle est chiante à mourir. Et les gens, ça manque de ça. Bref. En fait, quand t'avais une idée comme ça, tu l'exploitais pas ? Bah, je faisais beaucoup de réflexions autour du truc. Ouais. Mais ensuite... Tu fumais encore ? De la weed ? J'ai arrêté à 20 ans. Mais pendant cette période, je fumais peu. Je fumais quand j'allais en soirée et tout à cette période-là. Ok, d'accord. Mais je fumais encore, oui. Et en fait, j'étais confronté au fait que je suis jeune, j'ai pas encore de contact, j'ai pas des compétences de fou. Et ce que je devais surmonter comme obstacle pour réaliser les projets que je voulais faire, je me sentais incapable. Et en plus, tout seul. Et j'ai personne qui me dit « Hey mec, faut y aller ». Je suis mon propre patron. Et j'ai toujours eu du mal à tout seul me forcer à faire les trucs. C'est à cette période aussi que t'es devenu millionnaire. Alors, en fait, c'est si c'était en 2020, ça. donc en 2021, pardon. J'ai mis des billets sur des cryptos. Donc c'était pile dans cette période, hein. C'était pile dans cette période, c'était à mes 20 ans. Et il se trouve qu'il y a eu la bulle qui a explosé et que mon pari a marché et je me suis retrouvé avec un petit pactole. Alors pour donner un petit contexte, on l'a dit au début, ta mère était très geek, très informatique, elle était sur la crypto aussi. Et en fait, toi, t'as connu la crypto à travers ta mère. C'est ça. Donc les rentes d'orphelins, j'imagine, sont passées dans la crypto. Et il y avait également... Un cadeau que mes grands-parents ont fait à tous leurs petits-enfants de 5000 francs suisses qu'ils ont offert à tous leurs petits-enfants. Qu'ils ont offert à tous leurs petits-enfants au moment de leur majorité, que j'avais gardé de côté. Et à mes 20 ans... j'avais déjà entendu énormément parler de la crypto due à ma mère et j'avais déjà des convictions fortes, ce qui était très précurseur pour l'époque. En vrai, si tes parents t'en parlent, mec, pour moi, c'est une des raisons qui fait que ça va être adopté. Et moi-même, j'avais un peu fait mes recherches et j'avais compris le fonctionnement de la blockchain, la valeur que ça apporte et j'avais compris les cycles. Et j'avais bien vu le passé, ce qui s'était passé, l'histoire, et qu'on était à une période où, c'est un peu le moment. Et ma mère me répétait souvent, c'est le moment, c'est le moment. Et j'ai un peu procrastiné le fait d'investir. Et par chance, le moment où je l'ai fait, c'était quasiment là où c'était le plus bas avant la prochaine montée. Ensuite, il y a eu la montée. Je me suis retrouvé avec quasiment 100 000 francs suisses en crypto. Évidemment, j'ai pas retiré parce que première bulle, on fait tous des erreurs. Et du coup, ça a bien redescendu. Mais quand même, je me suis retrouvé avec un gros multiple de ce que j'avais mis sans avoir rien fait. Pas travaillé, facilité. J'ai passé 10 minutes dans les actions concrètes. Donc, à cette période-là, j'habitais encore chez ma mère. J'avais de l'argent de côté. J'avais pas besoin de travailler pour subvenir à mes besoins. Et j'avais personne qui me disait « Hey, va travailler ou tu pars de la maison ». Ma mère, elle m'a toujours accueilli. Du coup, j'avais une vie ultra facile. Mon cerveau de primate, qui va vers la facilité, il était régalé. Il était en mode je peux jouer à l'ordi toute la journée, je peux aller voir mes potes quand je veux. J'ai pas besoin de rien faire. En plus, je trouvais toujours des excuses en mode je vais faire cette formation ou alors je vais faire ça pour donner une raison à ok, ma vie elle a quand même un minimum de sens pour pas dire que je suis dans une débauche complète, mais en même temps j'allais pas vraiment vers ce qui faisait du sens. Moi je faisais la même et mon père me disait mais en vrai mente-toi pas à toi-même, genre plutôt que de dire tu vas faire relations internationales à Genève et au final tu vas genre 2 semaines de cours dans l'année, bah dis-toi la vérité et va taffer, tu vois, t'es pas obligé de faire des études. Et moi j'étais là non mais si je vais faire ci, je vais faire ça et vraiment il a fallu que je touche le fond à un moment donné pour vraiment me mettre une claque, mec. Bah ça a été ça et à plusieurs reprises et à chaque fois ça a été des délais un peu de plus en plus courts avant que je me mette une claque de ok on se bouge. Mais jusqu'ici
j'ai pas encore été au stade où j'ai réalisé un projet vraiment complet. J'en ai fait un récemment qui était génial, mais qui a pas pu marcher pour une raison externe. Mais ça a été la première fois où je me suis dit, waouh, en fait, je peux vraiment le faire. Ouais. Mais pendant longtemps, j'ai pas pu. Et j'ai trouvé d'autres excuses. Il y a eu un temps où je suis parti en voyage. J'ai fait un premier voyage solo. C'était une manière pour moi de me dire, OK, au moins je fais quelque chose. Je sais pas ce que je veux faire, mais au moins je pars à l'aventure. Mais je savais au fond de moi que j'avançais pas dans ma vie. Je suis revenu. Après, j'ai décidé que je voulais faire du massage. Je voulais être massothérapeute. Du coup, je me suis lancé dans une formation de 6 mois de médecine pour pouvoir ensuite que mes futurs clients, qui n'ont jamais existé, soient remboursés par l'assurance complémentaire. En me disant, bah, comme ça, je me laisse 6 mois pour choisir quel type de massage je vais faire. Ok. Et quand j'ai fini cette formation, c'était l'été. J'ai fait un peu les festivals d'été, machin, parce que l'été, généralement, paléo, exactement. Et Mec, on a fait des paléos ensemble. Enfin, sans se voir, mais on était sûrement dans la foule à écouter du Danakil ou des trucs de fonce-dé là, mec. Incroyable. Certainement, mec. Et du coup, j'ai fini ces 6 mois, j'ai fait l'été, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie de faire du massage. Parce que, de nouveau, j'ai pas envie de me retrouver à faire la même action, à utiliser la même compétence, à pas grandir dans mon métier, à pas être challengé. Tu sais, je vais te dire un truc, mec. Vas-y. En vrai, je pense que le plus important, c'est d'aller au bout des choses. Et ensuite, une fois que t'es allé au bout, tu peux changer, si tu veux. Mais au moins, avoir ta certification, commencer à faire ma sœur, et ensuite, si tu veux, tu changes. Je pense, tu vois, ta mère, par exemple, elle a fait un virage 360 degrés, travaillé à la RTS, boum, elle change et elle fait de l'accompagnement sur la crypto-monnaie. Rien à voir, a priori. Bien sûr, c'est un peu dans la tech les deux, mais en soi, on parle de salariat, entrepreneuriat, et on n'est même pas vraiment dans le même domaine. Tu peux très bien faire ça. Oui. Et le truc qui est cool, c'est que quand tu le fais, tu te prouves à toi-même que tu peux aller au bout d'un truc. Donc ensuite, ça te donne de la confiance quand tu lances ton projet entrepreneurial. Je pense qu'il y a plein de mecs qui bloquent là-dessus, qui se disent putain, si je termine mes études de X, bah après ça veut dire que je suis bloqué dans X. Mais en vrai, pas. Dans la réalité, non. Je sais. Et on m'a souvent fait cette réflexion. Et en même temps, je remarque très vite quand il y a un truc qui joue pas. Et je le sens. Et je peux pas faire semblant et me forcer à aller au bout du truc alors que j'ai très bien vu, il y a un truc qui joue pas et ça changera pas. Quand tu dis il y a un truc qui joue pas, tu peux développer un peu? Déjà, un truc fondamental, c'est que j'ai capté très jeune que financièrement, j'ai envie de faire beaucoup d'argent et j'ai pas envie d'être esclave de l'argent. J'ai compris, ma mère, elle m'a donné une éducation financière très jeune. Dès mes 17 ans, je commençais à lire des livres sur l'argent, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent riches, d'autres pas, etc. Tout le mindset autour de ça. J'ai très jeune eu un mindset de je vais faire beaucoup d'argent et j'ai compris comment on fait. En fait, ce qui t'attirait, c'était la liberté avec l'argent. J'ai l'impression que t'es un mec qui est fan de la liberté. Oui. T'as besoin de l'option, de la liberté et l'argent, ça te donne tout ça au final. De fou. Et en plus, vu la direction que prend le système, c'est pas ouf de se retrouver dans une position de salariat actuellement. Oui. Et ça, j'en ai bien conscience depuis longtemps. Donc chaque fois que je me dirigeais vers un nouveau métier, il y avait un truc en moi qui disait mais tu vas jamais pouvoir sécuriser ta propre vie, jamais être libre, jamais sécuriser ta future famille, ça joue pas. Et en plus de ça, même personnellement, je veux expérimenter plein de trucs. Donc si je me retrouve dans un métier où je peux pas expérimenter plein de trucs, à quoi bon? Donc oui, je vais pas au bout des choses, certes, ça c'est vrai, mais aussi parce que je sens très vite quand il y a un truc qui joue pas et qui est non négociable pour moi. Et c'est juste qu'il faut prendre le temps de le nommer, mettre le doigt dessus, et de ensuite choisir quelque chose qui marche par rapport à ces choses-là, et d'y aller à fond. Tu sais que ce que j'ai envie, faire une petite réflexion qui me vient, c'est que l'entrepreneuriat pur, admettons, tu lances une boîte dans un domaine nouveau, qui du coup est extrêmement varié parce que tu vas faire des choses très différentes, tu vas expérimenter l'inverse, admettons, du massage. En gros, tu fais des massages toute la journée et c'est très répétitif. C'est que c'est extrêmement stressant. Bien sûr. Ça fait peur. Bien tu sûr. sais pas forcément quelle est la prochaine action. Et c'est pour ça que souvent, tu vois, quand des gens commencent à faire du sport, qui est une action très simple, hein, tu bouges ton corps, t'apprends à faire une pompe, une traction, ainsi de suite, tu vois que ton corps progresse, et ensuite tu dis, ah putain, je peux faire la même chose peut-être dans mes études. Quand tu réussis à le faire dans les études, ensuite tu te dis, ok, bah je peux le faire dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'exposition au chaos, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu chez moi, c'est qu'elle a été progressive. J'aurais pas pu, je pense, de zéro me lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord j'ai dû apprendre à maîtriser le chaos juste de mon corps à moi, ensuite le chaos de réussir dans mes études,
Et une fois que j'ai appris à poser mon cul sur une chaise, et tu vois, parce que les études, ça m'a appris à faire un truc, même si je trouvais ça chiant. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, certes, j'ai des choses très variées, mais il y a des choses très répétitives et très chiantes que je dois faire aussi, tu vois. Et sans les études, je pense pas que j'aurais eu cette capacité. Et peut-être aussi, c'est une question prends-le pas mal, mais d'avoir une certaine humilité et de se dire, vas-y, ce truc-là, oui, c'est chiant, mais peut-être c'est le truc que je dois faire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si à un moment donné ça t'est venu parce que je connais pas la suite de l'histoire, mais c'est un truc qui me vient parce que moi je sais que plein de gens ça les bloque de se dire, ah putain, non, mais en fait, je dois faire le truc stylé maintenant. Mais jeune padawan. Et maintenant, je vais répondre. Tes projets que tu fais actuellement dans ta vie, ils sont alignés avec toi. Ouais. Quand c'est pas aligné avec moi, j'arrive pas à me forcer à faire les trucs qui sont chiants. Si je suis aligné avec ce que je fais les actions qui sont chiantes. Comme tu l'as dit, par exemple. C'est ça. C'est vrai. Si je suis pas aligné, j'arrive pas. Et le massage, en fait, c'était un peu un truc un peu par défaut où t'as dit, vas-y, massage, c'est stylé, mais sans on plus. m'a déjà dit que je faisais des bons massages. Ok, j'aime pas le contact humain. Qui t'a demandé ça, mec? Quoi? Qui t'a dit ça, mec? Tu connais? Non, mais globalement, on m'a genre comme ça qui choix de carrière, mec. Bah, c'est... Mais genre ça c'est vraiment typiquement le truc, genre le truc qu'une meuf une meuf pourrait dire, oh, on m'a dit que je suçais bien, donc c'est genre non mais enfin t'as capté. J'ai capté, mec. Non mais je comprends. Et j'aimerais bien que tu me fasses un petit massage de juste pour que je confirme, tu vois, genre. Bah, du coup j'ai pas fait de massage, j'ai fait que la médecine au final. Ok, ça marche. Mais bon. Ouais, du coup ma question c'était massage, c'était pas un réel truc avec lequel t'étais aligné, c'était juste un peu en mode comme tu disais, fallait que tu te donnes un minimum de direction, donc tu dis massage. C'est ça. Ok. Il fallait que je puisse justifier ma vie auprès des autres. Ouais, bah oui. Ouais. Pour pas assumer le fait que j'étais pas en train de confronter le dragon que je devais confronter. Ouais. Donc je me suis retrouvé à faire plein de trucs et puis donc je me suis retrouvé à faire des trucs de côté qui étaient pas le vrai truc. Et c'est là où quand j'ai entendu parler du Reboot Camp, la session 2024 en janvier, ça a été une période où je voulais reprendre le contrôle et confronter. Je m'étais assez perdu et je m'étais assez pris les claques de t'es pas en train de confronter ce que tu vas confronter, pour me dire, ok, là, il y a une opportunité avec le Reboot Camp, c'est une super occasion pour retourner là-dedans. C'était quoi exactement dans le Reboot Camp qui t'a fait dire qu'il y avait une opportunité? Comme je suis suisse, j'ai fait mon service militaire et j'ai adoré certaines parties de l'expérience militaire, dont le fait de me confronter à des choses désagréables pour acquérir cette compétence de faire ce qu'il faut faire. Quand t'es à l'armée, les répercussions si tu fais pas ce que tu dois faire sont tellement disproportionnées et en plus il y a le même effet que dans le Reboot Camp de t'as ta section et du coup si tu fais de la merde, c'est pas juste pour toi, c'est tout le monde prend cher à cause de toi. Donc en plus tu goûtes à cette responsabilité sociale de toi-même et sociale. Donc vu que t'as des telles répercussions, tu te poses pas la question. Ouais. On te demande d'aller faire une marche de je sais pas combien de kilomètres avec le pactage. Ou de mettre ta petite gourde genre en ordre en chambre, genre à 2 cm et demi de ton de je sais pas du truc à côté. C'est lunaire, tu vois, ça sert à rien. Consciemment, tu sais que ça a pas de sens, mais tu dois le faire. Et tu te poses même pas et tu le fais. Et je me suis retrouvé à être un super bon soldat. Ah ouais. Et on était que 2 dans toute la compagnie à avoir les 3 distinctions. J'étais vraiment un bon soldat. Ah ouais, okay. Ils m'ont demandé de grader. Heureusement, j'étais dans le seul endroit où ils forçaient pas les gens à grader parce qu'il y avait assez de volontaires. Mais ils m'ont demandé vraiment de grader. Et j'aurais pu être un bon sergent, etc. Et j'ai adoré cette expérience-là de me confronter à la difficulté. Et je voyais que waouh, j'étais en train d'acquérir des trucs de fou et je me sentais bien. Et typiquement. Pourquoi t'as pas gradé? Excuse, je te laisse changer. J'ai pas gradé parce que ça manquait de sens dans ma vie. En vrai, avec le recul, j'aurais voulu grader. Mais de nouveau, j'ai quand même toujours cette partie-là de moi qui me dit, c'est bien de se confronter à les difficultés, de devenir capable d'affronter la difficulté. C'est bien de penser au futur, de sacrifier le présent pour le futur. Mais j'ai pas envie d'être dans l'extrême de sacrifier complètement mon présent pour le futur ou pour devenir quelque chose. Et j'ai besoin quand même d'avoir une proportion où je profite du moment. Plus le temps passe, plus je suis prêt à sacrifier le présent. Mais j'ai encore besoin de ça. Et à cette époque-là, c'était, si je gradais, j'allais niquer l'été de mes 20 ans. Et j'étais encore dans cette phase où... Bah en vrai, ça a tellement d'importance. Mais mec, c'est maintenant que je fais des souvenirs de fou. C'est les festivals. S'il y a un moment dans ma vie où je peux me perdre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est là aussi où je sais que consciemment, toute ma vie, quand je me suis perdu,
Il y a un bout de moi qui savait que j'allais là-bas pour me perdre. Typiquement, dans mon choix de venir à Barcelone, je savais qu'il y avait un bout de moi qui allait là-bas pour se perdre. Et en vrai, j'ai acquéri un peu cette capacité de sentir le moment où, ok, c'est bon, je me suis assez perdu, on peut se recentrer. J'ai goûté à ce que je veux pas. Je peux retourner vers ce que je veux. Malgré que c'est dur. Mais je galère encore. Et pour l'instant, je suis pas du tout au stade où j'aimerais être. Mais ça progresse. Donc, je me dis, vas-y, je fais le reboot camp. Pour retrouver ces choses-là. Et je goûte à plein de choses géniales. Je regoute à ça. Je regoute au fait de me forcer à faire des trucs qui sont inconfortables, mais que je sais qui sont bien pour moi. Tu vois, faire la douche froide le matin, ça me réveille. C'est pas confort, mais ça me réveille. Je sais qu'après, au moins la demi-heure qui suit, je suis alerte. Trop bien. Faire les exercices de souplesse, pareil. Et une des routines que je m'étais imposée, que j'adore, qui est un peu absurde, que je conseille, c'est, elle est même pas si absurde, mais interdis-toi de prendre ton téléphone aux chiottes. Parce que du coup, ça te force à être dans un moment solennel avec toi-même. T'es posé sur tes chiottes et t'es là et t'es en mode, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est un peu comme quand t'es en soirée. Tu vois ce moment où t'es en soirée, tu bois, tu vas pisser. Ouais. Et là, tu te regardes dans le miroir, t'es là, waouh, et tu fais un check-up de ton état. Ouais. Parce que t'étais en train de faire des trucs où t'étais perdu, mais t'étais plus alerte sur ton état, ce que t'étais en train de faire. Ben, c'est un peu la même chose. Très intéressant, mec. Et du coup, je me suis imposé cette règle-là et elle était géniale. Mec, tu sais que je sais pas si c'était sur ton édition, mais en tout cas, sur la 2025, j'ai mis dans les suggestions d'habitude qu'ils pouvaient implémenter, j'ai mis celle-là. Aller aux toilettes sans téléphone. Mais je sais pas si c'est un feedback que tu m'as fait peut-être et ensuite. J'ai mis ça. Alors je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça. J'ai créé une règle. T'as créé une règle du reboot camp, mais non, mais vraiment très très stylé, hein, parce qu'effectivement tu fais un check-up, tu dis ah mais en fait qu'est-ce que j'étais en train de faire là, parce que des fois tu sais, on agit un peu en pilote automatique et là tu peux dire ok bah du coup quand je termine d'aller aux toilettes bah vas-y je vais faire la vaisselle, ensuite je termine de faire la vaisselle, je prépare mon sac, je vais au sport, tu vois tu refais et tu te relances dedans. Alors qu'au tel à moins que tu sois en train de travailler depuis le tel, je vois pas vraiment l'intérêt de mater des TikTok ou des trucs comme ça, parce que généralement c'est ce que les gens font. C'est ça. Très intéressant. Mais c'est hyper dur parce que ton cerveau, il a pas envie de faire ça. Ton cerveau, c'est un confort de se poser dans ce chaos. Parce que c'est ça, c'est le chaos. Tu sais pas où tu vas aller. Tu dois définir ce que tu dois faire. Tu dois créer un plan à partir de plein d'infos qui partent dans tous les sens. Ah putain, mec. GG, hein. Mais ça, je l'ai perdu après l'habitude. Là, je suis en train de la reprendre. Là, je suis en train, justement, vu que je viens d'une période, mais on reviendra là-dessus. Bref. Chaque fois, j'ai envie de parler de Manon parce qu'il y a plein de trucs qui font écho avec Manon. Du coup, si on peut skip le reboot camp rapidement. Bon, t'étais en gros groupe 4. Avec Robin, Xavier, Brieux, Ruben. Nicolai. Et Nicolai. Ouais. Putain, Nicolai que j'ai revu cette année. T'étais là cette année pendant la rencontre? Non? Mec, Nicolai, il a eu une transformation. Genre, je lui ai dit, entre l'année dernière et cette année, il y a un truc qui a changé dans son regard. Mais on dirait il a pris 5 ans d'expérience. Tu sais, des fois, t'as des gens, juste dans leur regard ou dans leur façon de se tenir ou de parler, tu sens du doute, tu sens un manque de confiance en soi. Et en vrai, Nicolas, il était assez jeune. Je pense qu'il devait avoir genre 19-20 ans, un truc dans le genre. Peut-être 21. Et cette année, je l'ai vu. T'as l'impression, genre, il est revenu de la guerre, il a vécu des trucs, mais vraiment, mec. Et je lui dis, t'es différent. Genre, on sent, il communique une énergie, une force qui est réellement présente. Très stylé, mec. Il t'a raconté pourquoi ce qui a changé? Mec, on était 150. Okay. Donc, mais je lui ai glissé ça, mais c'était pendant qu'il y avait tout le monde en même temps, mais très fort. Je sais pas si tu peux le dire pour lui. Ou peut-être j'en parlerai avec lui, de ce qui a changé. Ah non, je sais pas, j'ai pas eu de contact. Ah non, alors du coup, j'ai envie de l'appeler. Vas-y. J'essaie de relancer le groupe 4, on est resté toujours en contact. Ça, c'est génial. Un des trucs que ça m'a le plus apporté, le reboot camp, c'est le groupe 4. Le groupe, il était incroyable. Et je retrouvais cette bienveillance, cette authenticité et cette complicité. Génial. Et on était tous dans ce mindset de venez les gars, on devient des meilleures versions de nous. Mais en plus, on le fait d'une manière bienveillante où on s'entraide, sans le côté je vais être meilleur que vous. Ça, c'était hyper important pour moi. Et il y avait ça dans ce groupe. Tu vois, l'épisode Ruben dont on parlait avant, c'était ça. Nous, on l'a pas lâché. On a vu qu'il était en train de faire de la merde. On a dit hop, mec, tu vas pas te laisser aller. On est là pour ça. Genre, ça venait de cette intention. Pourquoi il y a eu autant de clash? C'était mec, on va pas te laisser toi-même te laisser tomber. On voit ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, c'était ça que j'avais comme réaction. Et c'est ce que Robin lui disait. Robin a dit pendant l'appel après coup, il lui a dit si j'étais aussi dur avec toi, c'est parce que je crois en toi. C'est ça. Il a dit ça, mec, je me souviens. C'est ça. Et c'est beau. Et vous êtes revus ensuite. On s'est revus ensuite. Plusieurs fois, même pendant le reboot camp, après le reboot camp. Moi, des fois, je suis typiquement sur les chiottes avec mon tel et je reçois un message et je vois des photos de vous. Vous êtes au chalet, vous êtes en train de faire des trucs. Vraiment, vous faites trop plaisir, les gars. Ouais. Je crois que là, il y a Brieux et
Xavier qui viennent de faire une course, un trail ensemble. Ok. Avec Robin, on s'appelle souvent. Là, récemment, on s'est appelé. Bah, Robin, il m'a envoyé un email hier. Ouais, il m'a envoyé. Il était trop content que je vienne faire le podcast. C'était chouette. Mais parce qu'on s'est appelé il y a 3 jours. Et il m'a aidé de fou. Il m'a coaché. Et du coup, ça m'a apporté aussi ce truc de, je suis pas seul. Parce que moi, dans ma vie, j'avais ce groupe de potes, machin, j'avais plein de gens. Mais il y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans cette mentale de venir, on explore le chaos pour devenir mieux, on grandit, on devient plus capable, compétent, on devient plus fier de nous. Venez, on se rend fier. Et j'ai pas beaucoup de gens qui étaient comme ça. Et là, je me suis retrouvé avec que des gens qui sont comme ça. Il y a des trucs que tu peux me dire sur le groupe 4 que j'aurais manqué, parce que moi, je vous connais beaucoup de cet appel qu'on a eu ensemble. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux me donner par rapport, je sais pas, par rapport au programme? Moi, je suis un peu curieux, tu vois, parce que j'étais pas avec vous, mais j'en profite maintenant que... J'ai rien qui me vient en tête, mais si jamais ça me vient, je te dis. Vas-y. Ou peut-être en off, mais là, j'ai pas d'anecdote particulière qui me vient. Mais sûrement qu'il y en aura. Pendant le reboot camp, tu m'as parlé de, je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais de la cigarette. Oui. Ça, je deal encore avec ça. La cigarette, mais la cigarette, pareil. L'homme que j'aimerais devenir, c'est un mec qui maîtrise son esprit. Ok. Il se fait pas avoir par ses pulsions humaines. Bien sûr. C'est pas étonnant que je me retrouve à être un fumeur de clope. Parce que quel meilleur entraînement on peut avoir que de devoir arrêter de fumer alors que l'ensemble de notre corps et de notre psyché nous dit fume. Et d'être capable de ne pas succomber à la pulsion d'envie de fumer. Il n'y a pas meilleur entraînement. En tout cas, moi, dans ma vie. C'est ouf de le voir comme ça, mec. Mais c'est grâce à l'appel avec Rubin que je l'ai eu. Ah ouais? Je crois. Il a dit c'est un test de Dieu, en fait. Je crois pas qu'il a dit ça, mais c'est dans l'échange ou alors dans les réflexions que j'ai eues après, mais suite à l'échange que j'avais avec lui, que j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, c'est un super entraînement parce que, justement, vu que dans ma vie, j'ai eu beaucoup un contexte facile, ouais. Et j'ai eu très peu besoin, à cause d'un élément extérieur, de me bouger le cul, je dois moi-même créer des impulsions. Et je dois trouver les terrains d'entraînement pour le faire. Du coup, j'essaye, quand je peux, de les trouver. Et la clope, c'est un super entraînement. Mm-hmm. Pour l'instant, je galère encore. Ouais, parce que l'objectif, il est clair. La méthode pour arriver, c'est clair, c'est juste ne pas fumer. Mais par contre, c'est de l'inconfort pur et dur. Ouais, exact. C'est comme si tu dis, c'est comme faire un jeûne. Mais je pense que c'est ce qu'on gagne le plus quand on arrête de fumer. C'est la victoire psychologique, elle est 1000 fois meilleure que la victoire en termes de santé. Ouais. C'est que t'as l'impression que tu t'es réveillé d'un cauchemar. Et tu te dis, putain, c'était tellement simple, pourquoi j'ai pas fait avant? Ouais. Parce qu'une fois que la décision elle est prise, quand elle est vraiment prise, ça se fait en 1 seconde. Tu veux que je te partage un truc? Je pense que ce qui me fait ne pas oser arrêter de fumer, parce que je sais, j'ai déjà fait 2 fois, et je sais à quel point c'est facile, et à quel point, d'un coup, bim, je suis plus un fumeur. Ce qui me fait peur avec ça, c'est que du coup, je débloque cette capacité en fait, je suis libre, et j'ai peur de réussir. J'ai peur de me retrouver face vraiment à ce truc mais je peux faire ce que je veux. En fait, le truc, c'est que actuellement, ce truc de je peux faire ce que je veux te fait peur, mais il te fait peur parce que tu te sens pas assez fort face au truc. Mais en fait, une fois que tu auras arrêté de fumer, tu seras quelqu'un de différent. Et donc, tu auras une perspective différente par rapport à je peux faire ce que je veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que chaque expérience que tu fais, elle te transforme. Et souvent, les gens ils se projettent trop loin. C'est genre, ouais, je peux pas commencer le sport parce que je risque d'arrêter dans 3 semaines. Et ensuite, ça fera chier parce que au final, j'aurais pas continué. Mais en fait, si tu commences le sport, dans 3 semaines, tu seras un mec qui aura déjà fait du sport pendant 2 semaines. Et donc, tu seras différent. Et donc, ce sera plus enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je comprends, la logique, elle est là. Hein. Il y a plein de fois, on a peur de se dire, vas-y, si j'arrête, en fait, c'est-à-dire que je passe au niveau supérieur, en fait. Et ça implique du nouveau chaos. Là, au moins, tu connais ton démon. Tu sais ce que c'est le truc que tu dois affronter. Mais tu restes bloqué tout le temps, toute ta vie comme ça. Et en plus, je pense que si jamais je débloque ce truc, ça veut dire qu'il y a plein de changements qui doivent se faire dans ma vie. Et c'est aussi ça qui me fait peur, c'est qu'il y a plein de trucs dans des relations, dans des comportements qui sont actuels depuis des années, et que si je débloque ce truc de je suis libre de faire ce que je veux, je contrôle mon esprit, l'ampleur des changements me fait peur. Et que il y a un bout de moi qui préfère faire ces changements progressifs, parce que si là je débloque ce truc de je suis libre, il y a tellement de trucs qui font plus de sens, et je vais passer par une phase de
plein de trucs qui partent et il va falloir progressivement d'autres choses prennent leur place, que ça soit des relations, que ça soit des activités que je fais. Tu vois, toutes les fois où je me pose sur YouTube à regarder des vidéos à la con, mais ça fait plus de sens. Si je suis full conscient de moi et que j'ai la capacité de contrôler mon esprit, bah, il y a aucun moment où je vais avoir envie de me poser sur une vidéo de un YouTuber qui fait un truc divertissant. Bah, ça fait plus de sens. Intrinsèquement, ça fait pas de sens pour moi. Mais le changement est tel que je pense j'en ai peur pour l'instant. Mais de nouveau, si ça fait plus de sens, en fait, le manque, tu le ressentiras pas. Bah, je sais. Mais c'est, vu que je suis encore dans la posture, en gros, c'est être accroché à ce que tu disais, être accroché à mes démons parce que au moins je les connais. Je vais dire un truc, en vrai, remettre les choses dans leur contexte, comme ça on avance un petit peu Oui. aussi, et ça, enfin, le lien il va être parfait. C'est que, au final, c'est pas comme si un mec qui reste chez lui toute la journée, qui a son job, donc tous les jours il fait un 9h, 18h, je sais rien, il rentre chez lui, il joue à l'ordi, fume des clopes, c'est tout. Lui, quelque part, on peut se dire, bon, il a suffisamment d'ordre dans sa vie pour se dire, vas-y, je m'attaque à tel chaos. Toi, ces derniers mois, tu t'es aventuré dans un chaos extrême. C'est pas comme si tu t'étais gratté les couilles. T'as testé des choses nouvelles, et peut-être que du coup, on peut faire la transition avec ton arrivée à Barcelone, et où je pense qu'on peut terminer Reboot Camp, on peut ensuite arriver sur Tu viens à Barcelone. Et qu'est-ce que t'as fait ici ? Cette réflexion que t'as eue suite au travail à Barcelone, par rapport à ton avenir, et la discussion qui s'en est suivie avec une personne, si tu veux en parler, on en a parlé en off, je crois que c'était avant-hier sur la plage, un truc comme ça. Donc, mais moi je trouve ça passionnant comme sujet. Et ensuite, on peut gentiment clore. Je vérifie juste ça filme et que ça enregistre, on est tout bon. Trop bien. Je te laisse m'expliquer pourquoi t'es venu à Barcelone, mec. Alors, la réflexion était, j'étais en voyage cet hiver, de nouveau, et j'ai rencontré des mecs qui gagnaient de l'argent passivement grâce à l'immobilier parce que assez tôt, ils avaient un job et ils ont fait des emprunts à la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et ensuite, ils ont mis en location. Et après, ils ont pu quitter leur job et maintenant, ils passent leur vie à voyager. Ça m'a donné envie et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Du coup, ma réflexion, c'était, faut que je me trouve un job lambda que je vais quand même kiffer faire et qui me permette d'avoir un salaire fixe pour que les banques puissent me prêter de l'argent. C'était la réflexion initiale. Ensuite, j'ai vu passer les pubs pour l'école EBS pour faire barman à Barcelone. Et j'étais là, barman, je peux me voir faire ça. C'est la fête, c'est le kiff, moi j'aime bien ça. Et ça me met dans une posture où je peux me voir faire un travail comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire la formation. Mais j'avais jamais fait de bar encore avant. J'avais jamais vraiment expérimenté ça fait quoi. Mais j'avais juste les projections. Du coup, j'ai décidé de faire la formation en avril. Mais je suis sûr, dans leur vidéo de promotion, tu as des vidéos stylées, ça a l'air, ils vendent du rêve, quoi. Bien sûr. Et ensuite, je suis rentré en Suisse pour faire barman. Et là, j'ai fait un essai dans un bar. Et ils m'ont pas pris, parce que j'avais aucune expérience. Et ensuite, j'ai vu que, il y a un bout de moi qui veut pas vraiment trouver un taf en tant que barman. Et je galérais un peu. Et ensuite, là, j'ai des potes avec qui j'avais fait la formation à Barcelone qui ont décidé de partir à Barcelone pour faire barman là-bas. Je me suis dit, oh super. Donc ils ont fait la formation, ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit, on retourne à Barcelone, mais pour travailler en tant que barman. Exactement. Okay. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai une occasion dans ma vie de changer de pays, changer complètement de contexte et tenter qu'est-ce que ça fait de faire pendant X temps barman à Barcelone. En plus, c'est une ville de fête, etc. C'est là une des villes les meilleures pour le bar. C'est mieux qu'un bar en Suisse. C'est 10 fois mieux qu'un bar en Suisse. En Suisse, on se fait un peu chier. Moi, j'ai travaillé comme barman pendant 2 ans en Suisse. C'était... Franchement, c'était de la merde. Enfin, c'était ok comme taf. C'est pas comme si je kiffais pas. En vrai, je faisais ça que les week-ends, vendredi, samedi. Mais je me dis, tu m'aurais mis à Barcelone. Ça vend plus de rêve. Frérot, j'aurais fait un carnage. Bon, peut-être pas à cette époque-là de ma vie, mais ouais. C'est un public différent. C'est un public différent. T'as que des gens qui sont là en vacances pour faire la fête. Ils sont là pour faire la fête. Ouais. Ils sont pas dans le train quotidien. C'est pas le même salaire non plus, je pense. Non, mais c'est ça qui m'a fait une claque. C'est que du coup, je suis venu à Barcelone. Ouais. Je suis venu à Barcelone. Déjà, ça a été hyper intéressant de voir. Il y avait plein de trucs qui m'ont donné envie de partir de la Suisse aussi pour quitter certains schémas ou certaines relations ou certains trucs. Et en arrivant à Barcelone, j'ai pu voir qu'est-ce qui a changé, qui était dû au fait que j'habitais en Suisse, et qu'est-ce qui a pas changé parce que c'était juste dû à moi. Donc ça m'a fait aussi un tri de ça qui me va pas, en fait c'est juste ma faute. Ça c'était intéressant aussi.
ça a été aussi le même cadre quand j'ai fait des voyages. Donc, en arrivant à Barcelone... Ouais, c'est genre typique, tu te sépares de ta copine, ensuite tu te remets avec une autre meuf, et tu vois que t'as exactement le même problème dans la nouvelle relation, et tu comprends que en fait c'était toi le problème. Exactement. Exactement. Ouais. Du coup, j'arrive à Barcelone, je fais des essais dans des bars. Au final, aucun bar... J'ai fait des essais dans 3 bars différents, et aucun m'ont pris. Je pense, déjà que j'avais peu d'expérience, donc j'étais pas le meilleur, mais ils m'adoraient à chaque fois. Et ils me faisaient faire plus d'essais parce que vraiment ils hésitaient à me prendre. Mais je pense qu'ils devaient sentir inconsciemment qu'il y avait un bout de moi qui avait pas full envie d'être là. Et en parallèle de faire barman, il se trouve que j'étais en train de développer un projet pour aider les étudiants de l'école EBS que j'ai fait, L'école de barman, l'école de barman, en créant une application sur le téléphone avec des jeux pour la partie théorique de l'école. Qui est la partie la plus chiante et la moins développée par l'école. D'accord. Et comme l'école vend du rêve, de l'expérience fun et tout ça, ça marchait bien. Et le projet était trop bien. Il y avait tout qui marchait, tout était bien. Ce problème, c'est que je dépendais de l'école. Fallait qu'ils valident. Ouais. Parce que c'est pour leurs étudiants. Et je suis sûr que, mec, enfin bref, du coup, ils ont pas validé. Ils ont pas validé. Mec, à mon avis, tu sais, je pense que, tu sais pourquoi ils s'en battent les couilles, à mon avis? C'est parce que eux, ils savent très bien que ce qui va faire vendre, et la raison pour ce qui leur permet de vendre des places pour leur école, c'est les vidéos stylées de mecs qui jonglent avec des bouteilles sur la plage ou alors dans les bars. Et qu'en fait, la partie théorique, ils s'en foutent de pas l'exploiter. Bah, je pense pas que c'est ce que les étudiants gardent en souvenir. Les gens vont là-bas, ils rencontrent des gens stylés, ils apprennent à faire des tricks, c'est ce que les gens filment, c'est ce que les gens partagent, c'est ce qui ramène des gens pour l'école. Oui et non, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille pour cette école. La plupart des gens qui la font, ils connaissent quelqu'un qui l'ont déjà faite. Et dans tous les retours que j'ai eu des gens que je connais qui l'ont fait, la partie théorique, tout le monde dit c'était hyper chiant. Ouais, mais je pense que les gens personne va là-bas pour apprendre des choses cool. Les gens vont là-bas pour apprendre à faire le cocktail, et tu sais très bien que, je sais pas, la composition de tel ingrédient ou la taille de telle bouteille, les gens s'en branlent, tu vois. Ils disent oui, c'est chiant, mais c'est normal, on s'en fout. Enfin, réel. Peut-être c'est ça. Mais... Après, n'empêche que une des raisons pour laquelle ils ont pas voulu le projet, c'est que ils sont en train de faire la même chose. Ah ok. Et d'accord. Pas autant développé que moi sur la partie gamifiée. Faire vraiment, moi j'étais en train de faire un simulateur, j'étais en train de faire une dinguerie, je te jure. Et c'est là où je reviens sur ce qu'on disait avant. J'ai vraiment bossé pendant 3 semaines non-stop avant de déménager à Barcelone sur ce projet, et même en arrivant, où je devais rentrer des datas, je suis allé voir des avocats, j'ai fait plein d'actions qui sont pas fun, que j'aime pas faire, mais je les ai quand même fait parce que le projet était aligné avec moi. Et ça a été la première fois où je suis allé aussi loin dans un projet. J'ai rassemblé deux gars qui bossaient pour moi. J'avais j'avais des profs j'avais des rendez-vous avec des profs, machin. Je suis allé loin dans le projet, j'étais ultra fier de moi, et au final ça a pas marché. Et en plus, la raison pour laquelle ça a pas marché, c'est qu'ils sont en train de développer un truc similaire avec les mêmes idées que je voulais faire. Donc c'est-à-dire qu'en plus mes idées étaient bien. Donc en fait, cet événement était très chiant parce qu'au final ça a pas marché, mais il m'a montré, ok, quand t'entreprends, c'est bien. Tu fais les trucs bien. Je suis pas du tout encore très bon, mais en tout cas ça m'a confirmé que ce qui me motive vraiment, c'est ce genre de projet. Tu sais pourquoi je pense que t'es bon? Pourquoi? Parce que, un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est au début du podcast, quand t'as parlé du projet que t'avais lancé pour l'école. Tu sais, quand t'as commencé à faire ce truc de gestion d'entreprise. Ouais. Et je t'ai demandé, ouais, mais du coup, t'as lancé des trucs. Et ensuite, tu m'as dit oui. Et puis, en fait, la manière dont t'as présenté le premier projet que t'avais lancé, à savoir, je sais plus exactement ce que c'était, mais t'as dit aider les gens à. Et en fait, il y a très peu de monde qui présente leur projet comme étant le projet qui va aider quelqu'un à. Tu vois, et ça, tu vois, ça démontre une certaine empathie, être capable de te mettre à la place de la personne et de comprendre ce qu'il lui faut. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait que tu vas être capable de cibler des bons projets. Maintenant, le truc, c'est juste d'en échouer 50, parce que c'est le 51e qui va foirer. Exact. Et en fait, faut juste faut charbonner, mec. Bah, hier soir, j'ai pris le temps de noter qu'est-ce qui fait qu'un projet m'anime. Les conditions qui font qu'un projet, il m'anime. La première, c'était... je me sens concerné par le problème, la souffrance. Je l'ai vécu, j'ai envie d'aider les autres à ne plus l'avoir. Ouais. Et plein d'autres conditions qui font que je suis aligné avec un projet. Pour pouvoir mieux sélectionner les projets que je sais, c'est assez aligné avec moi pour que je le fasse. Bref. Donc, je me suis retrouvé à Barcelone, sans projet qui m'animait, avec plus que le fait que je allais me retrouver à faire barman. Ouais. Et là, je me retrouve à faire un essai dans un bar. En plus, le bar me dit... ils devaient me donner une réponse la veille, si j'allais être pris ou pas. Mais j'avais encore un essai parce que je m'étais porté volontaire pour les aider. Et ils m'ont dit, je peux pas donner une réponse maintenant, on en parle demain. Donc ça sent mauvais. Et ensuite, il me dit le lendemain,
on a encore quelqu'un qu'on veut faire tester avant de te choisir. Et là, je me retrouve de nouveau dans ce truc de, je me force à faire un truc que je suis pas full convaincu que j'ai envie de faire, et en plus, on me choisit pas. Et j'ai passé un chiffre de merde. J'étais derrière le bar, j'étais là, j'étais terrible, j'étais insupportable. Même des fois, il me faisait des remarques pour mieux faire mon job, et je lui répondais. Genre, vraiment, j'étais le pire employé. Okay. J'avais plus envie d'être là. Et je suis rentré de ce shift, j'étais dans un état terrible. Je suis rentré chez moi, je me suis posé, et je suis là, ok. Je suis arrivé à un stade où je me suis assez perdu. Ça fait 2 mois et demi que je suis à Barcelone. Je suis plus du tout aligné. C'est le moment de me refaire de l'introspection et de remettre les points sur les i. Et j'ai passé 3-4 jours enfermé chez moi quasiment, à être réveillé quasiment toute la nuit, pas pouvoir dormir, où je faisais de l'introspection, introspection. J'ai noté, j'ai écrit, je me suis enregistré. Qu'est-ce qui fait que, à l'instant T où j'en suis dans ma vie, je me sens mal? C'est quoi mes souffrances actuelles? Et j'ai mis le doigt sur plein de trucs, et ça m'a donné, au bout de quelques jours, j'ai eu un regain d'énergie de ok, j'avais oublié, mais je me suis perdu assez à Barcelone pour retrouver ce que j'étais venu chercher. Et du coup, j'ai pu remettre le doigt sur plein de choses, et c'était génial. Je sais pas si tu veux que je développe... En fait, le plan de base, si je me souviens bien, c'était trouver un job classique pour faire de l'argent et pouvoir investir dans l'immobilier, enfin, voilà. Contracter un crédit et acheter des biens immobiliers. T'es parti à Barcelone parce que tu t'es dit, c'est plus sympa que la Suisse, donc ça donne un équilibre, disons, peut-être un peu moins d'argent, même beaucoup moins d'argent, mais beaucoup plus de fun. T'arrives à Barcelone, forcément, c'est un peu... Enfin, forcément, pas forcément, mais c'est un peu difficile de trouver le taf. Et ce projet d'application, au final, ne passe pas, donc tu te dis, ok, il me reste plus que le taf. En plus de ça, c'est pas un taf dans lequel je peux me projeter plus loin, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, vas-y, je vais persévérer et trouver un travail à Barcelone? Certes, je serai pas beaucoup payé, certes, c'est pas ouf, mais au moins, je peux investir dans l'immobilier. Parce que, en fait, je me voyais de nouveau, encore une fois, comme à l'époque, à l'école, à mes 17 ans, je me voyais m'éteindre. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui résonnait pas avec... Parce que, tellement d'éléments. J'étais plus en train d'aider personne. J'étais juste en train d'aider des gens à boire. Ouais, okay. J'étais entouré de gens qui se respectent pas de fou. Dans le sens où ils vont faire la fête souvent beaucoup, trop. Tu vois, boire de l'alcool, c'est s'empoisonner, entre guillemets. C'est du poison biologique. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais les gens, ils décident, il y en a qui ont besoin de décontracter par moment. Mais moi, pour avoir travaillé dans un bar, j'ai vu les deux profils. J'ai vu des mecs s'endormir sur le bar, complètement alcooliques. Et t'es là, genre, ils te demandent à boire, tu leur sers à boire, mais tu sais que t'es en train de faire de la thune, en fait, en détruisant leur vie. Et donc, je comprends le petit... Ouais. Genre, j'étais pas hyper fier de ce que je faisais. Et financièrement, Ouais. Ouais, non, je rigole parce que je pense que t'aurais dû travailler un petit moment avant de pouvoir t'acheter un appart en Suisse, en tout cas. Bah, c'est ça. Tu vois, tu gagnes 1500 à Barcelone en tant que barman. Et j'ai fait le bilan de mes dépenses et j'étais là, mais je peux à peine subvenir à mes besoins primaires et un tout petit peu faire la fête. Là, mais là, ce qui m'attend, si je reste ici, mais en fait, je veux pas. Tu vas vivre 30 ans à Barcelone en tant que barman, en fait. C'est mort. Et tu pourras t'acheter une place de parking en Suisse. C'est mort. Et même si je fais ça à Genève, même, en fait, le schéma, avoir un job, faire un emprunt à la banque, acheter un bien immobilier, le louer, que ça rembourse le prêt, et ensuite j'ai un bien, il prend tellement de temps. Ouais, mais tu sais, moi, ça, je le fais tout le temps. À chaque fois que je rencontre des gens, et tu sais, on discute un peu, et puis je leur demande, ouais, tu travailles dans quoi? Ah, je suis dans le real estate. Tu sais, ils disent tout le temps, ouais, moi, je suis dans l'immobilier. En fait, être dans l'immobilier, ça demande un capital de départ. Ben oui. Et en fait, le 99% des gens qui sont dans l'immobilier demandent-leur d'où est-ce qu'ils ont eu la thune. Et en fait, c'est papa-maman. C'est héritage. En fait, c'est très, très rare que tu aies une personne qui ait lancé un business. Il y en a. Et gros respect à ces personnes-là. Mais c'est très rare de personnes qui aient lancé un business et qui aient trouvé assez d'argent, assez de capital à travers leur business à eux pour ensuite pouvoir obtenir suffisamment de biens immobiliers dont ils vont déléguer la gestion. Parce que pour être en mode passif dans l'immobilier, il faut payer des gens pour...
trouver des locataires pour payer les différentes charges, réparer les fuites, appeler un plombier quand il y a des trucs. Autrement, c'est toi qui dois le faire, hein, parce que c'est du travail en fait de maintenir un bien immobilier. Donc quand t'as un mec qui vient et qui te vend du rêve et qui te dit oui non, moi j'ai investi dans l'immobilier ou je suis dans l'immobilier et puis je fais du revenu passif, crois-moi qu'il doit avoir une bonne série de biens immobiliers pour le faire. Et pour pouvoir avoir une bonne série de biens immobiliers, bah il faut un capital de départ. Donc soit il a travaillé pendant 40 ans dans un taf classique, soit il a trouvé de l'argent quelque part. Donc demande-lui où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui fait rêver quand on entend parler comme ça. Mais c'est... Pour moi, il y a beaucoup de mecs, c'est des fraudes, tu vois. Genre, ils disent, oui, je suis dans l'immobilier. Oui, bah ok, t'es dans l'immobilier. Genre, t'as construit toi les maisons. Ah, je te promets, c'est... Bref. Donc, en gros, j'en viens à cette conclusion. En fait, je vois la quantité d'efforts que je dois donner pour faire ce taf de barman et qu'est-ce que j'en gagne. Et je suis là, mais attends, si je mets tous ces efforts, tout ce temps et cette énergie dans des projets qui ont un vrai potentiel de me faire de la thune, bah ça fait 10 fois plus de sens. Comme j'avais avec mon projet pour l'école, parce qu'il y avait un vrai public qui investissait déjà dans la formation. Donc je me dis, ok, je rechange de direction. Et là, on vient, le dernier sujet dont on voulait aborder, le moment où je dis à mes proches à Barcelone qui, eux, ont fait la formation et eux veulent faire barman et eux, c'est une vie qui leur plaise, où je leur exprime mes réflexions et mon changement. Et ça passe pas. Et je vois le reflet, ils kiffent pas. Parce que je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait peut-être une façon de présenter le projet en mode où ils se sont sentis attaqués ou jugés C'est dans possible. leur manière de... Tu penses qu'ils ont pu se sentir jugés? Je pense que je vais faire des projections. Ok. Mais Parce qu'ils t'ont dit quoi? Enfin, concrètement, excuse-moi, je t'ai interrompu. Peut-être tu voulais alors, ils continuer. m'ont dit, ils m'ont dit, c'est hyper enfant pourri gâté, de dire que tu veux pas travailler comme tout le monde. Une personne t'a dit ça? Ouais. En quoi? C'est pour égater de... En mode, moi, je veux pas me retrouver à travailler en temps plein dans un taf aussi dur que barman, parce que c'est éprouvant, pour gagner si peu. Ok. Et pour cette personne, c'était une réflexion d'enfant pourri gâté. Ce qui est peut-être le cas, parce que, comme j'ai dit, ma vie, elle a été hyper facile. Ouais, et je veux pas me retrouver à faire ça. Et sauf que je veux tellement pas que je suis prêt à aller affronter les dragons parce qu'ils font du sens pour moi aussi. D'accord. Et sauf que pour elle, ça venait d'un truc pourri gâté, ce qui est peut-être le cas. Peut-être qu'elle a compris que tu voulais pas passer par une phase où tu travaillais tout court. Parce que au final... Je pense que c'est ça, mais je pense que aussi elle se rend pas compte de l'inconfort et la difficulté de faire ses propres projets. Et que c'est pas fun non plus d'être patron. Ouais. Enfin, d'être entrepreneur. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est peut-être ça. Non, n'empêche que on se rend compte à travers une discussion un peu énergique et mouvementée, surtout de sa part. Moi, je me suis pris une vague d'énergie dans la gueule. J'étais pas prêt. Je pensais pas que ça allait créer autant de réactions. Mais on se rend compte que nos croyances profondes divergent et que nos chemins de vie ne sont pas en accord. Ouais, enfin, vous avez pas le même type de projet, quoi. On n'a pas les mêmes types de projets. Parce qu'elle voulait faire... Enfin, je veux pas prendre cette personne en particulier parce que... elle veut faire barman jusqu'à arriver à un stade où elle peut ouvrir son bar. Mais dans le futur, peut-être. Mais tu vois, de nouveau, ça fait sens pour elle. Bien sûr, c'est génial. Bah, en fait, c'est pour ça. C'est génial. C'est-à-dire, mais si toi, t'as pas comme projet d'ouvrir ton bar, tu vois, c'est très différent de faire barman quand tu veux ouvrir un bar que quand tu veux faire barman juste pour faire du cash parce que tu veux t'acheter un appart ou parce que, voilà. C'est ça. Du coup, je comprends pas vraiment pourquoi elle t'a dit ça, mais enfin, je trouve ça bizarre de sa part. Moi, en gros, tout ce que je peux me dire, c'est peut-être que ce que ça me fait me dire, à nouveau, je me trompe complètement, je connais pas cette personne, mais c'est que peut-être elle-même était pas convaincue de son propre projet et que quand elle t'a vu questionner le projet barman à Barcelone, eh ben, elle s'est dit, en fait, ça se trouve, je vais jamais réussir à ouvrir mon bar parce que je touche 1500 € par mois et que je dois travailler pendant exactement plus que ma durée de vie pour pouvoir un jour ouvrir un bar avec ça. Exactement. Et ça m'arrive très souvent d'être entouré de personnes qui prennent pas le temps de vraiment se poser et se dire « Ok, je suis en train de faire quoi? Pourquoi? Je vais où ?» Et qui se laissent porter par ce qu'ils sont en train de faire ces temps. Qui prennent pas... Je pense que ça a donné un peu un reflet de « Waouh, moi je viens de faire l'effort. Moi, Gaëtan, je viens de faire l'effort de recréer un plan de vie qui fait sens pour moi et d'être full aligné. Et peut-être que le reflet était inconfortable pour elle. C'est possible. Je pense qu'il y a ça. Maintenant que j'y pense, j'ai une réflexion qui me vient. Peut-être qu'elle a pas le choix. Peut-être qu'elle est dans une situation où si elle arrête de faire barman, elle est à la rue. Non. Ok.
Ce que je veux dire, c'est que avoir le luxe parfois de pouvoir se dire ah j'aime pas ça, du coup j'arrête et je me laisse 6 mois, je retourne mes parents financent et je suis dans l'entrepreneuriat. Bah ça c'est un luxe que pas tout le monde a et souvent les gens ils sont obligés de se mettre des œillères, ils font un taf qu'ils aiment pas parce qu'ils ont besoin de banquer pour payer le loyer, tu vois. Je suis très d'accord et c'est hyper intéressant parce que juste avant, pendant la pause, on parlait du fait que quand on critique quelque chose chez quelqu'un, c'est souvent qu'on a un reflet de la même chose chez nous-mêmes. Elle est dans une même situation que moi, elle a une daronne hyper entrepreneuse, stable financièrement et elle a le même confort de la famille. Du coup, à mon avis, c'est ce que sa mère doit lui dire à elle. Genre que, à mon avis, elle doit s'interdire elle-même. Ou même pas, je pense que c'est ce qu'elle se dit à elle-même et qu'elle me voit le faire et je pense que. Ouais, et elle s'interdit de le faire elle-même. C'est sûrement ça. Et du coup, elle dit, putain, t'as pas le droit de faire ça parce que, ouais, c'est possible là. C'est sûrement ça. Donc, je me retrouve sur un balcon avec elle, avec ces discussions et je sens à l'intérieur de moi que j'ai le choix entre dire ma vérité, mais mettre à risque le lien avec elle, qui en plus, vu qu'elle fait partie intégrante du groupe d'amis que j'ai à Barcelone, et du seul groupe d'amis que j'ai à Barcelone, ça met en danger ma communauté dans laquelle je fais partie, ou alors, j'assume pas ma vérité, je me mets de côté un peu, et comme ça, je préserve la sécurité de je fais partie d'eux. C'est intéressant parce que quoi qu'on en dise, même si tu dis, bon, bah moi je vais arrêter le projet barman, mais go, on fait comme avant et tout, on s'en bat les couilles, on sort. Mais quelque part, tu fais plus vraiment partie de leur même équipe. Oui. Quoi qu'on en dise. En fait, c'est ça, c'est que même si je m'assume mes objectifs, mes rêves et tout ça, et que je remets ça en priorité dans ma vie, je fais plus partie du... C'est plus la même. Et j'ai senti à l'intérieur de moi, oh, là, il y a deux chemins différents. Et j'ai pris un moment pour me poser avec moi, et la partie de moi qui avait peur de perdre ce groupe, parce que j'allais encore rester, j'avais déjà pris la décision de repartir de Barcelone, mais j'allais encore me retrouver 2 semaines à Barcelone. Et c'est mes seuls liens sociaux. Et j'ai pas été capable sur le moment d'oser perdre ça. Donc j'ai décidé consciemment de, ok, je vais pas dire ça, je vais pas assumer complètement ma vérité pour préserver cette sécurité, parce que là, maintenant, je me sens pas capable. Mais... Ce que tu veux dire par là, c'est que t'as renoncé à en parler plus avec eux ? J'ai renoncé à être clair sur mes positions par rapport à ces sujets-là et assumer ces sujets-là. Parce que quand elle a réagi négativement. Pour elle, c'était pas possible que je puisse avoir ma position sur ces sujets. C'était juste inenvisageable. Et du coup, toi, t'as pas défendu ta position. C'est ça. Et je me suis retrouvé à abandonner mes convictions pour préserver. Parce que t'as réagi comment concrètement ? T'as dit quoi quand elle t'a dit J'ai juste réfléchi dans ma tête, j'ai pas répondu. J'ai encaissé ce qu'elle me disait. J'avais mes réponses dans ma tête, j'avais l'élan de j'ai envie de le dire, j'ai juste pas répondu. Okay. Parce que sur le moment, j'avais l'impression claire que si je répondais, il y avait une cassure. Non, mais en plus, ça servait à rien. Et en plus, j'ai bien vu que, en fait, c'est ça, c'est que j'ai vu que dans tous les cas, ça marchera. Je peux même pas, elle a pas envie de changer d'avis. T'as pas envie de convaincre quelqu'un, tu t'en fous. C'est ça. Donc, le seul truc qui faisait sens, c'était, bah en fait, ça fait pas de sens. Mais je me sentais pas de partir. Pourquoi ? Et c'est là où je peux faire une dernière introspection intéressante, c'est que ces scénarios-là me sont arrivés plusieurs fois dans ma vie. Je pense que c'est commun à plein de gens. Les moments où je suis le moins capable d'assumer mes convictions, malgré que ça veut dire cassure dans des relations, c'est des périodes où je suis pas là pour moi. C'est des périodes où je prends pas le temps vraiment d'être là pour moi. Et de écouter comment je me sens, etc., etc. Et comme une partie de moi, la partie des insécurités, elle sent pas que je suis là, il y a pas ma présence, ma propre présence est pas là, bah du coup, il y a besoin de ce groupe. Je suis même pas là pour moi. Je prends pas la responsabilité de moi, donc j'ai besoin du groupe. Là, j'ai l'impression que c'est un peu différent, parce que si c'était genre ta famille ou ta copine, ben, quelque part, maintenir la relation et donc continuer d'exister tel que t'es et de faire en sorte que cette personne accepte que sur un plan de la vie, ben, vous avez des projets qui sont différents, c'est important. Maintenant, si c'est juste une amitié et que c'est une amitié, de nouveau, comme tu l'as dit, sur le moment, tu dis, bah, ça vaut pas la peine d'essayer de faire valoir ma position. Du coup, j'ai pas vraiment l'impression que t'as pas été là pour toi. Je pense que t'as fait le bon choix, en réalité, mec. Oui, mais ouais. Surtout qu'à mon avis, vous avez dû discuter de ça, genre pendant une soirée. Oui, évidemment. Ah bah, mec, il y avait de l'alcool en jeu. Tu vas pas. Évidemment. Ouais, tu vois, genre, t'es en soirée, le contexte, c'est on kiffe le moment. Oui, mais après, je suis parti. Parce que du coup, ensuite, je me suis retrouvé, de base, on devait manger ensemble. Et je me suis retrouvé, après, elle est partie, on était sur le balcon quand on a parlé de ça, elle est partie rejoindre les autres qui faisaient à manger. Et j'étais là sur le balcon, et j'étais en mode, mais en fait, j'ai même plus envie d'être dans ce groupe, là, maintenant. Et en plus, dans l'état dans lequel je me sens, si là, je prends soin de moi, je pars.
Mais j'ai pas non plus envie de partir en mode en réaction, en mode de toute façon je me casse. Du coup, je suis juste allé vers eux pour sentir un peu la couleur, comment c'était le mood. Et j'ai senti que là, je me sentais plus à ma place et que j'avais plus envie d'être là. Du coup, j'ai juste dit au groupe, écoutez les gars, on a eu une énorme discussion. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je me sens même pas en plus fun avec vous. Enfin, ça va pas être cool non plus pour vous si je reste là. Donc, je vais rentrer manger chez moi et on se revoit un de ces jours. Et je suis parti. Et j'ai fait, au moins, j'ai fait l'effort. C'est là où j'étais content, c'est que j'ai pris le temps de sentir est-ce que c'est ok pour moi de rester ou pas. Et j'étais en mode, ok, non, là, faut que je me préserve, faut que je parte. Mais ça n'empêche que j'ai un petit goût de défaite Bah de oui, bah ça le fait moment chier, où, quoi. où il y avait un truc hyper important pour moi que je voulais assumer, je l'ai pas fait pour pas me retrouver seul après. Parce que je suis pas entièrement convaincu de moi à moi que je suis capable de me retrouver seul, socialement, et de quand même être ok et de rester avec moi et pas de me perdre dans je me sens seul, faut que je trouve une solution. Parce que c'est dur de se retrouver seul et peur de l'abandon est une peur énorme chez l'humain que j'ai très fort, dû à d'autres événements dans ma vie qu'on va pas explorer. Qu'on a déjà exploré, mec. mais ouais. Donc, comment on pourrait conclure ? Ce serait quoi un peu la morale de cette histoire-là qui serait intéressante ? Parce que moi, ça me fait penser aux thématiques que Peterson aborde énormément de ne pas mentir. Enfin, en tout cas, de dire la vérité ou du moins ne pas mentir, parce que tu vis pas ta propre vie quand t'es pas vrai. Et tu vois, si j'assume pas ma vérité au moment où j'aurais pu le faire, bah, je me retrouve à continuer à traîner avec des gens avec qui ça marche pas. Maintenant, je pense qu'il y a des moments de nouveau où c'est pas forcément opportun d'assumer ta vérité, tu vois. Et je pense qu'à nouveau, elle devait être dans une prédisposition. De nouveau, comme on l'a dit, soirée, on profite du moment et ainsi de suite. Et puis quand t'as un mec qui vient et qui dit moi j'ai des projets de devenir entrepreneur, faire la fête, c'est pas mon truc. Bah c'est peut-être pas. Je dis de nouveau, tu vois, pas dit comme ça, mais elle a dû l'entendre comme ça. Je suis au-dessus de vous entre guillemets, elle a dû l'entendre comme ça aussi. Oui. Et je pense que c'est juste que sur le moment, c'était pas le meilleur contexte. Et au final, tu les as revus. Bien sûr. T'as continué à refaire. Dès qu'on s'est revus, première réaction, elle est venue vers moi, elle m'a fait fais-moi un câlin. Parce le fond de son message, elle est d'accord avec ça, mais la manière dont elle l'a exprimé, elle a regretté un peu parce qu'il y avait trop d'émotions. Voilà. Et du coup, après, ça s'est calmé et tout ça. Donc tout va bien. Mais n'empêche qu'il y a ce truc de base de, en vrai, nos chemins, ils font pas de sens qu'on les continue ensemble. Et c'est dur à se séparer. En fait, si tu veux, il y a un truc aussi, c'est que vous vous êtes rencontrés parce que vos chemins faisaient sens ensemble. C'est-à-dire, tu vois, c'est le bar qui vous a fait vous rapprocher. Ouais. Et donc, s'il n'y a plus le bar, bah, c'est difficile c'est là que les amitiés sont testées. Oui, et même plus que le bar, le mindset dans lequel j'étais quand on s'est rencontrés a changé. Et c'est un des trucs qu'elle m'a reproché, c'est qu'elle m'a dit, t'as changé. Et elle aimait pas la version de moi plus récente. Parce que c'est moins aligné avec qui elle est. Ce que je comprends. Et moi-même, c'est la même chose. À mon échelle, j'ai changé en peu de temps. Enfin, en tout cas, j'ai eu des introspections qui m'ont fait changer de direction, etc. Et du coup, j'aimais moins sa manière de voir les choses, sa manière d'agir dans la vie. C'était à double sens. Et c'était juste forcé de constater, il y a des choses qu'on est en train de prendre un chemin différent. Ce qui nous a rapprochés au début n'est plus d'actualité. J'aime qui c'est, elle aime qui je suis. Enfin, je crois. Moi, en tout cas, j'aime qui c'est. Ça bouge pas. Mais ça fait moins de sens qu'on passe autant de temps ensemble. Ouais, mais ce que je veux dire, en fait, je crois qu'on dit la même chose. Ce que j'essaie de dire, si tu veux, c'est que quand je dis le bar, c'était votre vision de la vie. Oui. Et donc, vu que c'est votre vision de la vie qui a fait qu'ensuite vous êtes rencontrés, vous avez appris à découvrir la personne que vous étiez plus profondément, et ben en fait, c'est soit dans la relation, tu as réussi à avoir le temps de connaître la personne, ce qu'il y a au cœur quelque part de la personne, donc qui elle est réellement, au final, son âme et ainsi de suite. Donc indépendamment de ses idées, de ses projets et ainsi de suite, donc tu as un amour profond pour la personne. Et donc à ce moment-là, même si elle change complètement de projet de vie, même si elle prend des décisions de merde, même si, comme un membre de ta famille, tu vois, au final, tu as toujours cet amour sous-jacent. Et donc là, l'amitié, elle peut continuer. C'est juste que vous allez vous voir moins souvent. Moi, c'est le cas avec plein de personnes que j'ai rencontré à une époque de ma vie avec qui on a des projets complètement différents. C'est juste qu'on se voit quasiment plus. Quand on se voit, on a full bienveillance l'un pour l'autre, amour l'un pour l'autre. Mais c'est juste qu'on peut pas passer plus de temps que ça ensemble parce que on voit les choses de manière très différente. Soit, et c'est souvent le cas, j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans ton cas à toi, mais des fois, c'était vraiment que cette passion en commun ou cette idée commune qui vous rassemblait et vous êtes jamais allé vraiment plus profond dans la relation. Ce qui fait que quand ce truc en commun disparaît, l'amitié, elle se brise, tu vois. Et donc, ouais, ça arrive souvent. Mais c'est normal, tu vois, vaut mieux, tu vois, en guillemets, casser une amitié et arrêter de se voir que de rester dans le même groupe et être ennemis. On rigolait on parlait de ça tout à l'heure.
On se disait c'est trop drôle qu'il y ait des gens qui aient des ennemis. Tu vois, moi je me disais, mais avoir un ennemi, genre j'ai l'impression que c'est un truc que t'as quand t'as. Parce qu'en fait, on parlait des ennemis, parce que Gaëtan a fait un lien super intéressant. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Tu disais que quand on était dans une salle de classe, quand on était petit, eh ben en fait, t'étais obligé d'être accepté par les autres. Donc t'étais obligé de. Tu pouvais pas te permettre de penser différemment que les autres gens du groupe. Parce que ben t'étais avec. T'es bloqué. T'es bloqué tous les jours de l'année dans la même salle de classe avec les mêmes personnes. Et que si du coup t'avais des ennemis, eh ben tous les jours t'étais avec des ennemis, tu vois. Et moi je me disais, mais putain, mais avoir un ennemi et tout, c'est quoi c'est trop marrant comme concept avec le fait d'avoir un ennemi. Mais les personnes qui sont pas capables juste de laisser de côté les personnes qui au final avec lesquelles t'arrives pas à te concilier, même s'il y a des visions de la vie différentes, bah putain, il y en a, tu m'as dit, et c'est vrai qu'il y en a, et je trouve ça fou, ça va être tellement handicapant. Ouais. La vie devient un combat. Ouais. Une guerre. Tu étais constamment sur tes gardes et tout. Enfin, moi j'ai eu des ennemis quand j'étais petit, tu vois. Et je sais que c'est stressant d'avoir des ennemis. Mais quand t'as plus d'ennemis, c'est tellement plus simple. Mais je pense que généralement, moi j'ai l'impression qu'à partir de mes 14 ans, quand je suis arrivé au lycée en réalité, donc collège pour toi et lycée pour les Français, nous on appelle ça le gymnase, j'ai plus vraiment eu d'ennemis en fait. Juste parce qu'on se voyait plus. Enfin, on s'évitait simplement. Et puis au début tu t'évites, tu te regardes dans les couloirs, t'es un peu vénère comme ça, passer ton ennemi. Et après, plus jamais tu le vois, tu vois. Bah oui. Bref. Petit mot de la fin. Si tu penses qu'on a fait le tour, en vrai, c'est un très long épisode. Hein. Ouais. On va aller s'entraîner là, on va aller taper une séance. Moi, séance jambes, et toi, t'as été courir ce matin au réveil. Oui, félicitations. tous les jours maintenant. Tous les jours, tu vas courir. Ouais. GG, mec. Depuis ces introspections récentes où j'étais en mode, ok, j'ai besoin de faire quelque chose de dur et de me forcer à le faire pour m'habituer, j'ai commencé à faire ça. Trop stylé, mec. Et c'est toi qui me l'as inspiré. La période où t'étais à l'Uni, tu t'avais raconté que tous les matins, premier truc que tu faisais, c'était tu mettais des baskets, un short, t'allais courir. Exact, avant même de me doucher. Voilà. Des fois, je mettais même pas de caleçon et j'avais mon zub qui flottait dans mon short comme ça. Mais heureusement, je le faisais tôt le matin, donc il faisait nuit noire et il y avait personne, tu vois. Mais des fois, vraiment, j'avais pas envie de salir un caleçon. Je trouvais bizarre de mettre le caleçon de la veille. Ouais, tu vois, enfin, bref. Ouais. Genre, vraiment inconfortable le fait de réutiliser le même caleçon, je peux pas, mec. Donc ouais, des fois, je mettais juste un short sur caleçon, et puis je sortais courir comme ça, mec. Je mettais même pas de chaussettes, des fois. Dans les baskets? Je mettais, basket sans chaussettes. Le but, c'était genre vraiment de sortir le plus vite possible. Genre directement d'être exposé à l'air frais, à l'air extérieur. Moi, c'est 2 grands verres d'eau, toilette, chaussures, j'y vais. Tu fais caca le matin? Après la course? Ouais. Moi, c'est après le café, mec. Bah, c'est ça. Café vient après. C'est café, mec. Comme je t'ai dit pendant la petite pause qu'on a fait avant, c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi parce que de nouveau, je peux te poser plus ou moins n'importe quelle question, te dire n'importe quoi. On sent que t'es quelqu'un qui est solide. T'as la tête sur les épaules, comme tu dis, comme on t'a dit très souvent. Et donc, on peut te bousculer un petit peu. J'ai pu te poser des questions, te remettre des trucs en question, et on sent que tu paniques pas. En fait, t'es là. Et si c'est de l'introspection envers moi-même, j'en ai fait et je continue à la faire et j'aime faire ça. Donc, genre, si tu me poses une question qui me déstabilise, super. Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Magnifique. En tout cas, très bon mindset. Et puis, encore une fois, merci pour ta contribution dans le RC 2024, j'entends dans le reste de ton groupe, parce que t'as été un élément important, je pense, pour le groupe. T'as contribué à avoir le groupe soudé, et ça, c'était trop cool. Je pense que ceux qui sont encore en train de nous écouter, on vous recommande d'aller revoir l'After Movie 2024 du Reboot Camp, parce que du coup, il y a les passages de cette discussion, justement, avec Gaëtan. Je sais pas s'il y a un extrait dans lequel tu parles. Aussi, je crois qu'on me voit juste sourire tout le long. Ah ouais, bah putain. On vient un moment de fou, trop bien. Il y a de l'authenticité et de la bienveillance. Bah, allez voir ce petit passage, c'était un moment très fort. Ouais. Et puis, bref, vous avez tous les liens dans la description. S'il y a un lien que Gaëtan a envie de mettre dans la description, il sera dans la description. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. T'as un truc... continuez à prendre soin de vous, à vous respecter, à suivre Elio, parce qu'il est incroyable. Et big up à tout le groupe 4. Aït. Et voilà. Merci, mec. Merci.